Bonjour à tous. Au moment où le chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, achève ses consultations dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, en portant le vœu présidentiel de l'ouverture d'un dialogue sur presque tous les sujets, des Camerounais ont été surpris de suivre le ministre de l'administration territoriale déclarer sur les antennes de la télévision France 24 que le gouvernement ne discutera pas de la forme de l'État. Des propos incendiaires selon le député SDF Jean-Michel Nitieux. Il reproche au ministre de l'administration territoriale une hostilité établie contre le dialogue annoncé dans les régions anglophones et une rébellion ouverte contre l'autorité du Premier ministre. Pour l'analyste Dieudonné Somba, cette sortie controversée du ministre de l'administration territoriale est révélatrice d'une cacophonie gouvernementale qui risque de brouiller l'appel au dialogue, d'où l'exigence du SDF pour la démission de ce ministre et des sanctions au sein du sérail contre les auteurs des dérapages verbaux, vecteurs de radicalisation de la crise anglophone. 3 ans après le déclenchement de cette crise, les situations humanitaires et sécuritaires se détériorent à tel point que cela a été évoqué pour la première fois lors d'une réunion informelle des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le journal Mutation observe un bal masqué des puissances internationales dans l'éventualité de l'ingérence humanitaire au Cameroun, ce que rejette en bloc le gouvernement. Et selon le journal Cameroun Tribune, la Russie et la Chine soutiennent le pouvoir de Yaoundé en refusant de s'immiscer dans les affaires intérieures du Cameroun. Cependant, les États-Unis redoutent une instabilité de la sous-région au regard de la propagation du cycle de violences meurtrières dans les régions anglophones du Cameroun, après avoir critiqué la gestion de la crise anglophone et l'attitude du gouvernement. Les États-Unis envisagent des sanctions si les voies d'un dialogue inclusif ne sont pas tracées dans les brefs délais. Au-delà de l'urgence humanitaire, quelle unité nationale doit être célébrée le 20 mai 2019 dans un pays où une guerre fratricide a déjà fait au moins 1850 morts et plus de 500 000 déplacés et réfugiés? Comment préserver la cohésion sociale et construire un véritable état de droit dans ce Cameroun où se multiplient les arrestations arbitraires, les détentions abusives des opposants, des leaders d'opinion et des journalistes, après une grande mobilisation anti-BIA réunissant des Camerounais de la diaspora en France? Le président de la République, en plein début de son 7e mandat, peut-il encore impulser des réformes institutionnelles pour éviter une déflagration sociale? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau de droit de réponse réalisé en direct de Yaoundé, la cité capitale. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse réalisée en direct de Yaoundé, je reçois sur ce plateau Charles Atanganamanda. Bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu sur un plateau de télévision. Merci d'être avec nous. On voulait dire sur un plateau d'Equinox Télévision. Je le précise également. Equinox Télévision, c'est ça qu'il faut dire. Ça fait longtemps, merci d'être avec nous ce dimanche. Écoutez, merci. Je voudrais vous remercier. Vous avez bien fait de rectifier avec moi que c'est sur un plateau de télévision d'Equinox Télévision. Reprenons-nous à dessein. Oui, ça fait un peu près de 3 ans que j'ai pas pu me rendre disponible, mais je voudrais remercier vos invitations récurrentes. Et comme vous le savez, nous sommes des outils à plusieurs postures, outils techniques au cœur de l'appareil communicationnel de l'État, militants de la grande famille politique qui soutient et accompagne le président Paul Biya Yaoundé, et puis autorités traditionnelles. Je précise justement à cet effet, directeur de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique au ministère de la Communication. Oui. Vous êtes également, vous l'avez dit, militant du RDPC, le parti au pouvoir. Oui. Également présent sur ce plateau de droit de réponse en direct de Yaoundé, Angelbert Lebon d'Achua. Angelbert, bonjour. Bonjour Monsieur Nouffelé et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Vous êtes militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, 3e panéliste toujours présent. Il est l'un des éditorialistes à la Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse, Edmond Kamdia. Bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Nouffelé, je salue tous les copanélistes, en particulier les invités qui n'ont pas été très présents ces derniers temps. Je salue bien entendu tous les téléspectateurs fidèles de cette émission.
Enfin, sur le plateau de droit de réponse, le professeur Jean Baïbec. Professeur, bonjour. Bonjour, Cédric. Merci beaucoup. Vous êtes enseignant d'université, médecin, homme politique et UPCiste en l'âme. Merci d'être avec nous ce dimanche. Non, j'assume surtout le fondamentalisme UPCiste. C'est-à-dire, j'assume Ruben Nobel, Félix Mounier, Osende Afane, Abel Kingé et Ernest Mwandi. C'est cette UPC-là que j'assume. Et c'est cette UPC qui a eu l'avantage de penser le Cameroun pendant 10 ans, au moins. Et c'est cette position-là. Parce que nous n'avons rien fait de tout ça. Justement, et que nous avons plutôt fait faux que nous sommes là où nous sommes. Nous allons en parler maintenant avec vous, professeur. Je n'ai pas pu dire bonjour au public, non. Je vous en prie, vous allez pouvoir réagir tout à l'heure. À peine la campagne de promotion de la paix, du dialogue lancée par le Premier ministre chef du gouvernement s'est achevée qu'un autre son de cloche a été entendu. Selon des Camerounais, membres du gouvernement a déclaré sur une télévision française que le pouvoir de Yaoundé ne discutera pas de la forme de l'État. Professeur Jean Baïbec, comment appréciez-vous une telle sortie du ministre de l'administration territoriale au moment où le chef du gouvernement, lui, tient un autre discours sur le théâtre de la crise anglophone? Parlant de la discorde entre Mesmer et De Gaulle, dans une telle situation, pendant que De Gaulle défend l'indépendance à court terme et que Mesmer continue à défendre l'autonomie interne, la loi cadre, Oumniobé dit, quand un système mafieux ou incohérent est en déperdition, effectivement, ce qui rassure, c'est le son de discorde. Ben, ce qui nous rassure dans ce que dit le ministre Tanganji, c'est que le RDPC a encore des hommes raisonnables. C'est ça que ça prouve. Que les autres inconséquents ne sont pas dominants. Ce que le comportement jusque-là de John Gouté est exemplaire. Moi, j'ai vu ce monsieur se prosterner devant la manchette de Cameroun Tribune pour saluer Yang. Il reconnaît son aînesse, il reconnaît sa préscience, et c'est ça la République. Je l'ai vu être reçu et manger avec Frondi. C'est ça la République. Et c'est ça qu'on doit regarder. Si nous voulons regarder ce que Atanganji a dit là, nous faisons ce que le proverbe bantou dit, c'est-à-dire cet homme sage qui se lavant dans le ruisseau, vu un fou qui veut prendre ses habits et se met à courir, et se mit à le suivre, et bien les villageois dirent, voilà deux fous qui courent. On ne peut pas suivre M. Atanganji, mais on doit suivre jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose qui ne correspond pas à ce que John Gouté. Et le président John Gouté ne peut pas prendre 2 semaines, aucun premier ministre de la Terre ne fait, pour aller au nord-ouest une semaine, aller au sud-ouest une semaine, à son propre chef. C'est sûr, pour bien envoyer à Tanganji, ça c'est sûr. C'est sûr, oui c'est sûr, ouais, c'est sûr, par cette logique, aucun premier ministre de la Terre ne fait ça. Se déplacer 2 semaines sans l'ordre du président. Il a eu son ordre. Et c'est ça qu'on doit suivre. Et maintenant, le reste, on doit considérer ça comme un dérapage. Et c'est pas la première fois qu'un ministre dérape. Justement, on va en parler. On a vu un moment, c'était la folie. On vient dire qu'on va gazer une région. On en parlera des autres dérapages. Justement. Pour moi, c'est les fous de Bantou qui ramassent nos habits pendant qu'on se lave, on ne peut pas les suivre. Après vous, maintenant Edmond Kangia, vous êtes éditorialiste à Nouvelle Expression, vous scrutez depuis de nombreuses années les discours et les communications du gouvernement. Qu'est-ce qui fait problème dans cette sortie du ministre de l'administration territoriale et celle de son chef, le Premier ministre, sur le théâtre de la crise anglophone? D'abord, je pense que dans un contexte comme celui-ci, où dans toute analyse, il faut rester prudent, si le ministre chargé de l'administration territoriale l'a effectivement dit, si je m'en tiens à ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux, sur certains sites, où on dit qu'il a affirmé que la forme de l'État ne sera pas discutée dans le cadre du dialogue que son Premier ministre, chef du gouvernement, est allé annoncer en grande pompe dans la région du Nord-Ouest et qu'il a réitéré par la suite lors de sa visite dans le Sud-Ouest. S'il l'a effectivement dit, ça pose un gros problème parce qu'il y a la discordance dans le discours que les serviteurs de la République
que les membres du gouvernement, qu'un chef et son subordonné sont censés travailler en cohésion, en coordination, mais que sur le terrain, on se rend compte que l'un dit une chose, le chef du gouvernement dit une chose, et son ministre de l'administration territoriale, visiblement, aurait dit autre chose. Il faut se poser des questions. La première question qu'il faut se poser est celle de savoir quelle est finalement la position du chef de l'État sur la question du dialogue national inclusif annoncé. Est-ce qu'il annonce effectivement un dialogue sur lequel, comme l'a dit le Premier ministre chef du gouvernement, on pourrait discuter de tout sauf de la sécession? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? La deuxième question qu'il faut se poser, après la sortie d'un ministre du même gouvernement qui serait contradictoire à celle du Premier ministre chef du gouvernement qui parle au nom du chef de l'État, est-ce que cela signifierait que finalement, dans ce gouvernement, il y aurait une absence de cohésion et un manque de bonne foi? Manque de bonne foi par rapport au discours que le président de la République voudrait véhiculer. Et là, ça poserait, pour terminer sur le questionnement, on devrait s'interroger. Quel est le message que le chef de l'État adresse à la communauté nationale et à la communauté internationale par rapport au dialogue national inclusif, ouvert et large que souhaite non seulement la communauté nationale, mais aussi la communauté internationale? Et pour terminer, M. Nofele, je voudrais comprendre, comme l'ensemble des Camerounais, de la société civile, des partis politiques ou des organisations religieuses ou confessionnelles, au moment où le Cameroun s'apprête, et on va en débattre tout à l'heure, s'apprête à vivre la fête de l'unité, est-ce qu'il n'est pas malheureux qu'un tel malentendu, ou alors que cette discordance apparaisse alors qu'on s'apprête à fêter l'unité nationale? Finalement, de quelle unité s'agit-il? Pour le député SDF Jean-Michel Mithieu, ces propos du ministre de l'administration territoriale révèlent qu'il est hostile au dialogue annoncé dans les régions anglophones et que c'est une rébellion contre l'autorité du Premier ministre Engelbert Lebon-Dachua. Est-ce que vous partagez ce point de vue du député SDF sur l'attitude de ce ministre par rapport à la situation dans les régions anglophones? Non, moi je pense qu'il faut aller au-delà de cette discordance. Vous savez, le ministre Atangandi est celui qui suit le dossier de la crise anglophone depuis le départ. On connaît son niveau d'implication dans cette crise et ce qu'il déclare, pas que je sois contre ce que le prof a dit, non, on ne peut pas le considérer comme un fou. Ce qu'il déclare devrait pouvoir aujourd'hui nous interroger sur quelle est la position réelle de M. Biya, comme disait Edmond tout à l'heure, mais la position réelle de M. Biya est claire. Et je pense qu'elle est aujourd'hui révélée par M. Atangandi. M. Biya n'a jamais fait de sortie officielle annonçant un dialogue sur la crise anglophone. Nous avons été surpris dans une ruelle de Bamenda le 9 mai d'apercevoir le Premier ministre en train de discuter avec certaines populations et annoncer. Je veux dire que sur un sujet aussi sérieux et grave que celui-là, ce n'est pas comme ça que le dialogue s'annonce. Et on comprend aujourd'hui, malgré le fait que M. John Gouté soit allé faire 2 semaines dans ces zones-là, on comprend très bien que pour le gouvernement actuel, il n'y a aucune réelle volonté de dialoguer, de mettre ce problème anglophone, cette crise anglophone, au cœur de leurs préoccupations au quotidien. Donc, pour moi, la déclaration de M. Atangadi ne me surprend pas du tout. Ça vient simplement à côté de ce que je pourrais appeler, et j'assume mes propos, du folklore qui s'organise aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il vient simplement révéler quelle est la véritable position de nos gouvernants. D'autres analystes pensent qu'il s'agit d'une cacophonie gouvernementale qui vient brouiller le vœu présidentiel de l'ouverture d'un dialogue sur le théâtre de la crise anglophone. Attendant un mandat, vous avez suivi les différentes sorties sur ce plateau concernant les critiques formulées à l'encontre de l'attitude du ministre de l'administration territoriale au moment où le chef du gouvernement, lui, est allé porter le message du président de la République qui dit être disponible pour discuter de presque tous les sujets. Comment expliquer ces contradictions au sein de l'appareil gouvernemental? Écoutez, Monsieur Noufele, je vous remercie. Je voudrais
commencer là où vous m'avez laissé, en disant bonjour et en transmettant mes cordiales salutations à tous les Camerounais, à toutes les Camerounaises. Nous sommes à quelques heures de la célébration de l'unité nationale, fervent et socle de notre pays, notre grand pays. Je voudrais dire que je puis commencer par la fin. J'ai écouté les différents panélistes que je salue aussi très respectueusement. Non, il n'y a pas de cacophonie gouvernementale. Non, il n'y a pas de folklore dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je ne puis laisser passer cela. Mais alors, nom de Dieu, qu'est-ce qu'on demanderait à un Premier ministre de faire d'autre que d'aller sur le terrain, là où nos compatriotes sont pris en otage par une ordre, n'est-ce pas, d'illuminer ces sécessionnistes qui sont entrés dans une barbarie sans nom. J'ai vu des images insoutenables, inimaginables sur cette terre des hommes, n'est-ce pas? Et je voudrais dire que le Premier ministre, je salue la posture du professeur Bayebek à cet égard, et je voudrais dire qu'effectivement, son excellent John Ngouté, que je salue ici, bien entendu, respectueusement, porte sa mission et commence bien son magistère. Sur le terrain, à côté des femmes en pleurs et en larmes, à côté des femmes qui chantent, ces Camerounais qui rêvent, qui sont heureux de voir l'émissaire du président de Paul Biya. Je dis aux Camerounais et aux Camerounaises que John Ngouté, dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce n'est pas le Premier ministre, c'est Paul Biya qui est parti pour sa première, si vous voulez, parce qu'évidemment, c'est un émissaire qui allait avec le message de Biya, il s'est effacé pour que le message d'humilité, la main tendue du président de la République. Mais on s'interroge entre le discours du Premier ministre et celui du ministre de l'administration territoriale. Oui. D'aucuns estiment qu'il y a des différences, Monsieur des contradictions. Monsieur Noufélé, j'y arrive, c'était important. C'est vous qui m'avez relancé en m'amenant un peu à faire une jonction ou un regard synthétique sur ce qui a été précédemment dit. Je précise donc que le Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, était porteur et reste porteur du message du président de la République. Un message pour un dialogue inclusif, un message à l'africaine, un message de Bantou qui veut dire ceci. Il y a un temps pour toute chose. Un temps pour faire la guerre, un temps pour la haine, un temps pour s'apaiser, un temps pour retrouver la République. Et me semble-t-il, pour pouvoir retrouver cette République, chacun a son rôle à jouer. J'en arrive donc au groupe de mots de cacophonie gouvernementale. Le débat est déjà ouvert, messieurs, au sein du RDPC. En écoutant, et c'est mon travail au quotidien, je précise à votre consultant, qui est par ailleurs journaliste à Nouvelle Expression, qu'il ne s'agit pas de le dire au conditionnel. Le ministre de l'administration territoriale du Cameroun était bel et bien invité en direct sur France 24. Le directeur de l'Observatoire des médias de l'opinion publique le confirme sur ce plateau. Ce n'était pas des montages, justement, des réseaux sociaux. Pour une fois, qu'on peut quand même, n'est-ce pas, dédouaner des réseaux sociaux, ça n'arrive pas toujours. Et en l'écoutant, j'ai aussi le devoir de dire ici qu'il avait trois postures. Il faut dire ce qu'il a dit, globalement. Pas sortir ses propos de leur contexte. D'abord, dire à la communauté internationale que la déferlante des chiffres sur l'aspect humanitaire n'est qu'un tissu de mensonges. Parce que ce qui est en train d'être structuré, la construction basique, c'est quoi? C'est justement d'amener les grandes puissances à venir s'immiscer du théâtre sociopolitique camerounais sous les oripeaux, justement, n'est-ce pas, de l'aspect sous les oripeaux humanitaires. Et donc, le ministre Atanganji, porteur de la réalité du terrain, est allé d'abord donner l'information, contredire ces chiffres-là, relativement aux déplacés, relativement aux morts, etc. Première chose. La seconde chose, le ministre Atanganji, précisément, a tenu à dire que le Camerounais, le chef de l'État, a toujours été pour le dialogue. Et je le dis ici, je laisse le ministre Atanganji de côté. Le président Paul Biya, sur le plan factuel, dès que les revendications ont commencé sous le front corporatiste des enseignants, des avocats, a donné réponse à la pièce à toutes les revendications et davantage encore. Et sous la forme de l'État. Et sous la forme de J'en l'État. arrive donc sur la forme de l'État. Oui. Et pour dire que je sais que vous m'y attendez, l'opinion publique avec, je vais être incisif sur le coup. Pour dire que vous avez seulement vu les déclarations, j'ai même vu aussi la posture. Vous savez, je pense que de par le monde, les ministres des administrations territoriales, pour ainsi dire, considérés comme les premiers flics en France, en Amérique, partout ailleurs, sont choisis souvent ou presque souvent par tempérament. Vous savez, prenez votre téléphone, appelez le Tanganji, il vous répondra toujours avec une tonalité. C'est son naturel. Première chose, personnellement, je n'ai pas partagé son tempérament sur ce plateau de France 24. Parce que, me semble-t-il, le président Biya, aussi bien par ses communications quotidiennes, via Internet, par les tweets,
en appel à l'apaisement. Et l'apaisement, Donc le c'est ministre une avait attitude. quel tempérament Alors, ce plateau? j'ai envie de dire qu'il est resté lui-même, c'est un tempérament de premier flic, et qui est venu avec un message qui est agacé de ceux qui a trop de mensonges à l'échelle internationale. Il a réussi à pourfendre le mensonge. Je lui tire un coup de chapeau dessus. Sur la forme de l'État, le débat tel que le Premier ministre est allé l'annoncer sur le terrain. Le président Paul Biya, Monsieur le bon Angel Beydachoua, mon très cher ami, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Le président Biya est né sous le signe de l'apaisement et du dialogue. Paul Biya est pour le dialogue inclusif. Et vous avez rejeté la posture du professeur Bayebek, peut-être pas très à raison, parce que je vais vous dire ceci exactement. Le débat a déjà commencé au sein du RDPC. Le ministre Tanganji donne une position qui est sa position, qui veut au contraire qu'on comprenne aujourd'hui que le débat a commencé. Atangana Manda va vous donner sa position. Ma position est celle du Premier ministre chef du gouvernement, celle qu'il a apportée pour le Cameroun. Alors, on à savoir que tout ce qui ne peut pas nuire à l'unicité du Cameroun, le Cameroun doit être un, uni et indivisible. À votre suite, Charles Atangana Manda, permettez, je termine quand même. vous en prie, Permettez-moi de chuter. Je vous en prie. Vous m'avez pas permis au début je vais chuter en disant que vous allez permettre aux autres de pouvoir parler. Le ministre Tanganji n'est pas allé dire qu'il n'y aura pas débat. S'il faut débat sur le problème de fédéralisme, le président de la République, par son Premier ministre, l'a dit clairement. Débat ne veut pas dire obtention. Le débat sur tout ce qui ne touche pas, justement, à la partition. Ouais, tout ce qui ne touche pas à le Cameroun est clair. Alors, après vous, maintenant, professeur Jean Bayebek, lorsque vous suivez l'analyse que vient de faire Charles Atangana Manda, qui estime que le ministre de l'administration territoriale parlait en son nom propre, en évoquant le fait qu'il n'y aura pas de débat sur la forme de l'État. Pourtant, d'aucuns ont suivi le ministre de l'administration territoriale, a engagé la voix du gouvernement durant cette discussion sur les antennes de la télévision française France 24. Comment appréciez-vous ces propos au sein de l'appareil gouvernemental, au sein du parti au pouvoir concernant la forme et les contours de ce dialogue tant demandé par les Camerounais? Je suis très à l'aise pour répondre à cette question. Merci pour ça. Je vous ai dit que quelque chose que ça nous rassure, ça veut dire que tout le monde n'est pas un diable dans le RDPC. Il y a des diables, mais il y a des citoyens normaux. Ça nous rassure plutôt, c'est comme ça qu'il faut prendre ça. Maintenant, je vais vous dire, l'un des fondamentalistes qui a vraiment tracé ce qui fait le politique dans la société, c'est Karl Marx. Karl Marx dit clairement dans le manifeste du Parti communiste, le moteur de l'histoire, c'est la lutte de classe. Ça m'amène à quoi? Qu'est-ce que je veux dire que c'est la lutte de classe? Je veux dire à Dachoua et à Kamyeke, le problème n'est pas d'implorer le président de la République pour qu'il fasse un bon dialogue. Le problème est de développer la force des forces en présence, de manière à ce que dans l'équilibre des forces, il soit obligé d'exclure toutes les questions. Et les forces en présence, aujourd'hui, il y a de nouvelles forces. La diaspora est une nouvelle force qu'on n'avait pas avant. Les intellectuels en tête, Achille Mbembe, qui est l'un des penseurs africains, il a pris la palme d'or des penseurs africains des 10 dernières années. Il est le plus lu dans toutes les universités, il est le plus enseigné. C'est sa pensée qui influence presque tout le monde dans le devenir de l'Afrique. Les intellectuels, Achille Mbembe en tête, il y a Kamto qui a écrit, c'est un intellectuel, c'est un politicien, mais intellectuel aussi, l'urgence de la pensée. Les intellectuels sont une nouvelle force en présence. Toutes ces forces en présence doivent développer leur potentiel de force avec la communauté internationale pour amener l'équilibre, le débat et la lutte politique à un point où, en face, qu'ils aident ce Premier ministre et ce président qui ont fait les premiers pas afin que ceux-ci dominent là-bas à l'intérieur du RDPC et gouvernement pour qu'ils dominent donc les extrémistes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Comme il ne s'agit pas de pitié. C'est-à-dire, regardez ce qui s'est passé après la tripartite. Les résultats de la tripartite. La tripartite a dit, on va décentraliser au moins une chose, deux choses. On va créer le Sénat et on va créer les régions. On est tombé d'accord dessus. Mais comme les deux autres partis, l'opposition et la société civile, se sont laissés distraire l'appareil RDPC qui a pris le projet pour aller faire. Ils ont fait le Sénat, je crois, 15 ans après. Et ils n'ont jamais fait les réunions jusqu'à aujourd'hui. Ils sont même allés réviser la constitution qui est sortie de cette tripartite. C'est-à-dire que si nous restons là, le MRC, l'opposition,
la diaspora, les intellectuels et les autres. Si on reste à pleurnicher, à attendre que le régime nous donne toutes les conditions d'un bon dialogue et qu'on refonde le Cameroun, ben ça n'aura pas lieu. Les faucons vont encore dominer le président, parce qu'ils arrivent à lui arracher l'appareil du parti et imposer leur dictature. C'est un homme, c'est un groupe. Là-bas, il y a des tendances. Il faut qu'on l'aide. Donc, il faut qu'on développe suffisamment de force, suffisamment de pression pour que le président avance positivement comme il a fait. On ne peut pas cracher sur son premier pas avec le Premier ministre. Justement, c'est manquer de tact, c'est manquer de méthode et être naïf à pleurnicher. Non, Achille Mbembe doit continuer à mettre la pression. Quand on met la pression, la diaspora met la pression et ça va aider le président là-bas avec son Premier ministre à avancer avec tous les RTPcistes que j'appelle encore les RTPcistes sensés. Et pour Achille Mbembe, qui a fait une tribune publiée dans les colonnes La Nouvelle Expression, il estime que la crise anglophone porte essentiellement sur la forme de l'État et cela doit être l'axe majeur du dialogue inclusif. Au-delà de la crise humanitaire, c'est la refonte de l'État et ses rapports avec les communautés qui doivent être évoqués sur la table du dialogue. Edmond Kambia, ces positions à la fois des intellectuels camerounais et cette pression nationale et internationale, ce sont là les facteurs qui vont contraindre le pouvoir de Yaoundé à s'ouvrir sur ce dialogue tant attendu. Oui, tout à fait. Vous voyez bien que la Nouvelle Expression porte le débat au niveau de sa tribune, de son caractère tribunicien. Nous donnons la parole aux intellectuels camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, qui ont des choses à dire pour faire avancer le débat sur la recherche d'une solution durable et définitive en relation avec la crise anglophone. Et Achille Mbembe est de ceux-là. Il dit que le débat de fond porte sur la forme de l'État. Et je constate que lorsque M. Atanganamanda a pris la parole, il a dit que le débat a commencé au sein du RDPC. Mais en même temps, il a confirmé le passage du ministre de l'administration territoriale à France 24. Ce que j'observe, c'est que lorsque le ministre de l'administration territoriale s'exprime à France 24, c'est le membre du gouvernement qui s'exprime. Il ne me semble pas que, à France 24, lorsque les journalistes lui posent la question, c'est aux militants du RDPC. C'est davantage le membre du gouvernement. Or, ce gouvernement a déjà une position à travers le message du chef de l'État, annoncé par John Gouti. Effectivement, vous l'avez annoncé. Voilà. Mais ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il y a une contradiction profonde et sérieuse entre la position du chef de l'État annoncée par son premier ministre chef de gouvernement dans le nord-ouest et du sud-ouest et la position affirmée et déclarée que vous n'avez pas contredit à France 24. C'est une contradiction profonde dans un contexte comme celui-ci. Parce que c'est pour cela que dans mon questionnement de départ, j'ai dit dans le deuxième point, il y a un problème de bonne foi ou de mauvaise foi. Si le gouvernement est véritablement de bonne foi, il faudrait que l'ensemble des membres du gouvernement aient la même position, c'est-à-dire celle du chef de l'État qui est affirmée par son chef de gouvernement. Or, voilà qu'un maillon de la chaîne a un discours différent et contradictoire. Que faut-il en attendre? Alors, comme il m'interpelle, on est quand même dans un débat, c'est pas... Je n'ai pas terminé. Je vous en prie, permettez qu'il aille jusqu'au bout, Charles Atanganamanda, vous allez réagir. Oui. Je n'ai pas terminé et je voulais dire ceci. Au moment où la communauté nationale et la communauté internationale se préparent à l'organisation du dialogue annoncé par le chef de l'État, c'est un peu malheureux qu'une contradiction de fond arrive quelques jours seulement après l'annonce du message. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus si le dialogue annoncé va se tenir et sur quoi il va se tenir. Parce que le chef de l'État dit, à travers Dion Gouti, qu'on débattra de tout sauf de la sécession. Et je vous rappelle ici que la plupart des Camerounais, de l'intérieur comme de l'extérieur, ont beaucoup apprécié ce message. Parce qu'il y avait une évolution dans le discours du chef de l'État par rapport au contenu du dialogue. Mais au moment où un membre du gouvernement sort une contradiction,
en tant que membre du gouvernement, et je précise, pas en tant que militant du RDPC, parce que le débat du RDPC doit se dérouler à l'intérieur du RDPC, non en dehors. Tu ne sais pas qu'il y a des ministres qui ne peuvent pas ministre, il n'y a pas la guerre. Moi, je peux dire aussi un mot, mais Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. Oui, Jacques qui ne peut pas être Charlatan, c'est des entrepreneurs, ils entretiennent la guerre. Ils ne peuvent pas vivre autrement s'il n'y a pas la guerre. Ils valent ce qu'ils valent. Pourquoi vous voulez qu'on les cite? Après Edmond Kambia, Ils savent eux-mêmes ce qu'ils valent. professeur, après Nous parlons Edmond pas Kambia, tous deux. j'aimerais que vous puissiez dire un mot, Angélbert Le Bon d'Achua, sur les propos de Charles Atanganamanda quand même, qui vient d'évoquer que la position du ministre Atangandi ne compte que pour sa propre personne et non le gouvernement camerounais, et qu'il a une position qui n'est pas celle du Premier ministre et du président de la République concernant Mais ce si dialogue. tu veux le perdre le temps là-dedans, on est dans le fond de ce qui va arriver. Permettons d'abord à Angélbert, Suivre ce ministre. permettons d'abord à Angélbert de dire un mot et après nous irons sur le fond. Angélbert. Non, mais je pense qu'après, ce que M. Atanganamanda essaie de nous expliquer n'engage que lui. Je suis souvent très peiné, parce que j'ai souvent vu M. Atanganamanda, sans que ce ne soit personnel, hein, sur des plateaux de télévision, lui en tant que directeur média au ministère de la Communication, sur des plateaux de télévision sanctionnés par la commission, je ne sais pas comment ça s'appelle. La commission de la communication. Non, c'est le Conseil national hein, de la communication. J'ai souvent aussi vu M. Atanganamanda, je dis une fois de plus, sans que ce ne soit personnel, hein, expliquer comment est-ce que des enfants qui avaient été tués dans l'extrême nord du Cameroun, assassinés par nos forces de l'ordre, venaient du Mali. Donc moi je pense que il aura beau faire tous les efforts du monde. Je dis encore, peut-être que je décevrai le professeur, je dis la position de M. Atangandi est la position de notre gouvernement actuel. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. Voilà. Aussi simple que ça. Charles Atanganamanda, sur la situation humaine, l'urgence. Le problème, c'est Professeur, je vous en prie, permettez. Messieurs, je vous en prie, c'est Charles Atanganamanda qui a la parole. Sur le fond, professeur, je vous en prie, sur le fond de cette situation humanitaire dans les régions anglophones, on a vu le Premier ministre s'y rendre et au même moment, il y a eu une réunion informelle des membres du Conseil de sécurité sur la dégradation de la situation humanitaire dans les régions anglophones. Comment appréciez-vous le moment choisi par le président de la République pour envoyer son joker dans le chaudron de la crise anglophone et le regard de la communauté internationale sur l'attitude du gouvernement à propos de cette crise anglophone? Écoutez, c'est bien la jonction que vous voulez y faire, mais j'ai l'obligation quand même de répondre à votre consultant, c'est un télé, et à M. Dachor pour lui dire qu'il y a certainement erreur sur la personne. Monsieur Angélbert Dachor, vous me connaissez très bien, j'assume mes convictions. Je n'ai jamais, moi, Atanganamanda, parlé, n'est-ce pas, des enfants, je ne sais pas de quoi vous indiquez tout à l'heure. Qui étaient tués, assassinés sur le dos de leur maman. Je crois qu'il y a une confusion entre, vous savez, quand nous sommes dans l'espace public, et en même temps, je vois bien le jeu de rôle qui est celui de la famille politique à laquelle vous appartenez, c'est l'accusation systématique qui frise très souvent le mensonge. Donc, je voudrais, avec l'amitié que je vous porte, vous dire qu'il y a erreur sur la personne. C'est une parenthèse. Et en ce qui me concerne, j'ai toujours un message républicain. Rien n'est au-dessus du Cameroun pour moi. Le Cameroun est dans mon cœur, c'est tout ce que j'en partage. Par exemple, avec vous, Monsieur Dachwa, en dehors de la sympathie que nous nous portons réciproquement depuis plus de 20 ans, et que votre parti politique n'en vienne pas à vous déformer, à vous faire entrer dans du mensonge public. Cela dit, je voudrais préciser très exactement ma pensée, et je ne varie pas d'un iota. Nous sommes des cadres dans une grande famille politique qui accompagne le président Paul Biya aux affaires à Yaoundé. Quand je prends parole ici, je m'assure de tout le velours, qu'il soit un velours d'officialité, puisqu'il est difficile que j'en vienne à me départir de ma modeste posture d'un des serviteurs de l'État, militant d'une grande famille politique, à ma propre personne. Donc je dis à monsieur que, effectivement, le ministre Atangandi, quand il parle, il est interviewé comme le ministre de la République. Et si vous m'avez bien écouté, vous aurez, vous consultants, c'est votre rôle d'être analyste et non commentateur sur ce plateau. Vous aurez dû
ait pu comprendre que le message que j'apporte est clair, à savoir qu'un autre ministre peut se lever demain et dire que non, vraiment, nous pensons que on peut ne rien faire du tout. Ne vous en faites pas. Et proverbe africain, je vais parler avec le professeur Bayebek en citant des étrangers. Il y a une maxime bantou très forte. Si vous êtes en pleine forêt, vous rencontrez un énorme gorille portant un petit chimpanzé. Ne vous préoccupez pas du chimpanzé, suivez le gorille. Donc, je crois que le président Paul Biya est constant. Dès le début, il a voulu dialoguer. Parlons du dialogue, cher monsieur, avant que je réponde à votre question. Mais alors, quand le président Paul Biya dit, et à travers son premier ministre, et à travers lui-même, il prépare la scène par des messages de pédagogie sociétale, d'apaisement de son peuple, en disant, monsieur Dachoua, vous êtes Dachoua, je suis à Tangana. Mais vraiment, que nos origines sociologiques ne nous amènent pas à oublier qui nous sommes, c'est-à-dire des Camerounais, c'est le plus important. Donc aujourd'hui, c'est des débats sérieux pour dire qu'on ne peut pas faire des glissements inutiles. Paul Biya fixe le cap, celui de résoudre la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il a envoyé son ancien premier ministre sur le terrain. Nous tous nous connaissons le dénouement, l'ancien premier ministre et tout ce qu'il y a eu. La partie sécessionniste qui était donc finalement qui avait pris le pas sur les revendications corporatistes a plutôt sorti une posture hors de la République. L'ancien Premier ministre et son équipe sont rabattus et puis la situation s'est dégénérée. On a vu les commanditaires, on a vu en fait qu'est-ce qui se cachait derrière les revendications, des pseudo-revendications corporatistes qui ont reçu réponse en leur temps. Maintenant donc il vient d'envoyer son nouveau Premier ministre. Et avant d'envoyer John Ngouté sur le terrain, Paul Biya a commencé par donner des signaux. En disant nous allons veiller sur le Cameroun, en disant les hommes et les responsabilités que nous assumons, nous passons, le Cameroun doit rester. Donc j'ai dit aujourd'hui que le ministre Tangandji, je précise ma pensée, au sein du RDPC que nous sommes, aujourd'hui il y a une construction de la réflexion. Le ministre Tangandji donne la position, il est ministre, il a profité d'une tribune de ministre, après avoir fait donner des informations que j'ai saluées ici devant vous, après avoir, si vous voulez, éventré les mensonges à l'échelle internationale, il précise que ça c'est sa position, la position du Premier ministre. Messieurs, suivez la maxime bantou, je viens de vous le dire, l'énorme gorille qui porte le chimpanzé, c'est Paul Biya qui vous devez suivre. Son Premier ministre a dit, le président est prêt à dialoguer. Mais qui va dialoguer concernant justement les sécessionnistes? Ils n'ont jamais donné j'ai envie de dire, une moindre réponse depuis que le président Paul Biya a tendu la main. Alors aujourd'hui, on voit c'est le SDF qui sort, c'est deux partis politiques qui sortent. On nous parle de la diaspora, mais attendez, Achille Bembe peut écrire toutes les chroniques du monde, nous tous nous en écrivons. Vous savez, et il ne pourra pas me répondre cette mi-journée, la veille du 20 mai au Cameroun. Avec qui allons-nous dialoguer dans le camp sécessionniste? Voilà pourquoi le débat est clair, on dialoguera. On pourra parler de tout, dit le président Biya, relayé par son Premier ministre, sauf de tout ce qui touche à la partition du Cameroun. Atangana Manda le redit en assumant, si un débat sur le fédéralisme, par exemple, n'a rien susceptible de toucher justement à l'unité du Cameroun, le Cameroun qui doit rester uni et indivisible, il n'y a aucun problème. Alors, ça c'est ma position aussi en tant que militant du RDPC. Une position bien comprise, Charles Atangana Manda. Vous suivez le discours professeur Bayebek de ce militant du RDPC qui estime qu'ils n'ont pas d'interlocuteur concernant ce dialogue qui est annoncé. Les sécessionnistes, je vous en prie, vous avez dit qu'il n'y a pas d'interlocuteur les sécessionnistes en face. C'est les sécessionnistes, précisez bien. Alors, quand il prend cette position, au moment où il y a une conférence générale anglophone qui devait se tenir pour pouvoir identifier des interlocuteurs de toutes les parties prenantes pour discuter avec le gouvernement, comment vous appréciez l'attitude à la fois du RDPC en ce moment et du gouvernement concernant ce dialogue qui est attendu depuis 3 ans et qui commence à se préciser au bout de 3 ans de crise? Non, je crois, merci pour votre question, je crois que nous, les fondamentalistes de l'UPC, dans cette histoire où nous sommes, on va dire, nous ne sommes pas au front, ni dans le conflit militaire, la guerre de sécession, parce que ce qu'il y a là, c'est la guerre de sécession du Cameroun. Ouais. Comme il y a eu une guerre de sécession aux États-Unis, il ne faut pas cacher les mots. Il y a une guerre de sécession. Ni dans la crise qui oppose l'État parti RDPC au MRC, ni ce qui oppose l'État parti RDPC à la diaspora. Ce que l'on veut dire, c'est que
les uns et les autres doivent comprendre que l'ambition de l'UPC fut plus que ça. Il s'agit, et le monde entier va vers les unions de type continental. C'est-à-dire, comme il y a l'Union européenne, qui a je ne sais pas combien d'États, comme les États-Unis ont 50 États, on doit aller, chaque Anta Diop l'a élaboré avant on. C'est chaque Anta Diop. Les bases d'un État fédéral d'Afrique noire. La tendance est vers l'union. C'est ça que nous devons dire à nos compatriotes sécessionnistes, séparatistes. Et leur dire en même temps que la tendance n'est pas à la séparation. Maintenant, ce que nous partageons avec vous, c'est le mécontentement et la frustration due à la malgouvernance de certains hauts fonctionnaires, comme appelle le président lui-même, de son système. C'est cette malgouvernance qui a entraîné, qui a fait ce qu'on appelle dans cette guerre, ce que j'appelle dans cette guerre, l'attentat de Sarajevo, c'est-à-dire les causes immédiates de la guerre. Et l'inverse, la malgouvernance, bien qu'il y ait les causes lointaines, parce que les causes lointaines, c'est par exemple la mauvaise conférence de Fouman, parce qu'elle fut faussée et qu'on va revenir là-dessus en d'autres occasions. Moi, je l'ai lu par cœur, j'ai revu tout ce qu'il y a dedans. Ce que j'ai découvert, c'est qu'au Cameroun, les Bamenda aiment énormément le Cameroun. J'appelle Bamenda tous les dons nord-ouest. Pourquoi? Parce qu'au référendum du 11 février 1962, ce que vous ne savez pas, les Bamenda votèrent pour rejoindre le Cameroun à plus de 95%. Comment je le sais? Le chiffre n'est pas écrit. Ce qu'on sait, c'est que le nord-ouest et le sud-ouest votèrent à 70%. Mais comme le sud-ouest était contre, avec le chef Ndele, et que le nord-ouest, tous ces trois leaders, Salomon Tandemouna, John Boufoncha et Bernard Fonlon, étaient pour rejoindre le Cameroun, et leurs citoyens avec. Si le total a 70%, ça veut dire qu'eux étaient à plus de 90%. Les Bamenda aiment énormément le Cameroun. Et je vais te dire un autre exemple que j'ai eu récemment. Vous savez que l'ordre de médecins, l'ordre professionnel du Cameroun, le seul ordre qui a un siège qui lui appartient. Vous savez comment on a eu ce siège? On louait d'abord. Et puis tout d'un coup, le propriétaire dit qu'il nous faut 80 millions. Vous savez qui nous a donné les 80 millions? Je le dis ici, les anglophones ne savent pas. C'est Daniel Luna. Il nous a prêté 80 millions qu'on est en train de rendre aujourd'hui. Les anglophones, en tout cas le nord-ouest, aiment énormément le Cameroun. Ce qui est donc impressionnant, et la question à laquelle nous devons répondre aujourd'hui, c'est comment se fait-il que la partie qui a le plus aimé rejoindre le Cameroun est aujourd'hui la plus rebelle, parce que la rébellion au nord-ouest est plus sévère que celle du sud-ouest. Comment est-ce que ceux du sud-ouest sont-ils un peu moins radicaux? Mais le gouvernement estime qu'il a apporté des réponses aux préoccupations sociales posées dans ces régions anglophones depuis 2016. Non, je vous donne des exemples clairs. Il n'est pas d'accord avec je te donne les exemples clairs, Cédric. On a vu un recteur d'université à Taranamana, là-bas au sud-ouest, prendre les étudiants qui grévaient dans leur chambre, aller les tremper dans la boue. Professeur, on a vu. Les soldats ne peuvent pas faire ça de leur propre chef. Je crois qu'il ne faut plus retourner, professeur. Non, on ne peut pas. Non, merci. Je te démontre la malgouvernance. Pourquoi tu m'arrêtes? Oh, Charles, pourquoi tu m'arrêtes? Je te donne un exemple de malversation. Un autre exemple. On a vu les autorités, les hauts fonctionnaires à Douala, arrêter une jeune fille, Mimi Mefo, arbitrairement, la piéger, l'arrêter à la gendarmerie, la fermer, ça s'appelle l'arbitraire de l'injustice. Et cette descente maintenant du Premier ministre voilà, dans les deux régions. Voilà. Non, c'est qu'il ne faut pas. Tous les historiens sont clairs. Oui. Pour avancer, il faut comprendre le présent. Et pour comprendre le présent, il faut comprendre l'histoire. On est d'accord, on est d'accord. Pourquoi vous voulez m'étouffer quand je démontre la malgouvernance? Je démontre la malgouvernance. Parce que la bonne gouvernance, à l'inverse, peut effacer les plaies de l'histoire.
C'est-à-dire que les êtres humains se battent pourquoi? Au moins pour 5 choses. On se bat pour le patrimoine, c'est-à-dire la fortune. Il faut bien la partager. On se bat pour les libertés. On se bat pour la justice. On se bat pour la dignité. Voilà les batailles qui font tout. Et quand la malgouvernance, tous ces secteurs fondamentaux, ça éclate. Je vais vous donner l'exemple. Vous savez que le Togo, je l'ai suivi à RFI ce matin, le Ghana a un problème. Un morceau du Ghana s'appelle le Togoland. Parce que le Togo a été colonisé par les Allemands comme nous. Et quand les Allemands ont prévu la première guerre, on divisait le Togo en deux, comme on a divisé le Cameroun, on a donné un morceau aux Anglais et l'autre aux Français qui étaient les victorieux de la première guerre. Et quand il fallait revenir et décoloniser, le Togoland, l'Angleterre a fait une magouille qui a envoyé le Togoland au Ghana. Le Ghana actuellement prospère. Mais le Togoland revendique l'indépendance comme nos compatriotes séparatistes. Pourquoi? Quand on a analysé, ils n'ont pas de problème économique, ils ont quoi? Ils ont un problème de dignité. Donc, la bonne gouvernance est quelque chose de fondamental. Et c'est ce fondamental qu'on doit dire à nos compatriotes. On doit leur apprendre que si on ne règle pas les problèmes de la bonne gouvernance fondamentalement, même dans le fédéralisme, même dans la séparation, vous aurez encore le problème. Vous pouvez, supposons que vous soyez séparés. On va revenir, professeur Balbec. Je vous en prie. Permettez à Edmond de réagir parce que ces problèmes de malgouvernance ont provoqué une situation humanitaire désastreuse dans les régions anglophones au point où des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se sont penchés sur ce problème, évoquant le fait qu'il y a plus de 530 000 déplacés et réfugiés du fait de la crise anglophone. Et selon le sous-secrétaire des Nations Unies en charge des affaires humanitaires, il a déploré les difficultés que rencontrent les ONG pour venir en aide à ces Camerounais. Le problème a été posé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies lors d'une réunion informelle. C'est une nouvelle étape de cette crise anglophone qui s'internationalise, Edmond Kamgia. Effectivement, il faut le dire, il s'est tenu récemment une réunion informelle très confidentielle et à huis clos du Conseil de sécurité. Et cette réunion qui avait été annoncée, mais que certains ont voulu faire croire qu'elle n'aurait pas lieu et qu'elle n'a aucune importance, ni portée, ni intérêt, peuvent constater eux-mêmes aujourd'hui que cette réunion était importante. Parce que cette réunion qui s'est tenue en formule ARIA, et la formule ARIA, il faut le dire, vient du nom de l'ancien ambassadeur et représentant du Venezuela aux Nations Unies, c'est lui qui avait inauguré la formule ARIA, c'est-à-dire une... Oui, tout à fait, en 92. C'est-à-dire c'est une réunion qui permet à l'ensemble des membres du Conseil de sécurité de débattre sur un sujet précis. Et c'est à l'initiative d'un membre ou de plusieurs membres du Conseil de sécurité. Dans le cas d'espèce, ce sont les États-Unis qui ont initié, n'est-ce pas, la démarche pour qu'il y ait cette réunion. Ils ont été soutenus par plusieurs pays, parmi lesquels l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et je peux vous dire pourquoi il y a l'Allemagne et le Royaume-Uni. L'Allemagne a été historiquement présente au Cameroun à travers le protectorat du 12 juillet 1884, on s'en souvient. Et lorsque il y a eu la guerre mondiale et que les Français et le Royaume-Uni ont battu l'Allemagne, l'Allemagne est partie, c'est les Français et le Royaume-Uni qui sont retrouvés au Cameroun. Donc c'est une des raisons qui peut expliquer la présence de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Au-delà, il faut le dire, des enjeux du rapport de force qui gouverne les relations internationales. Ça, c'est une précision importante. Mais il faut dire que lorsqu'une telle réunion se tient sur un objet précis, et l'objet c'était la situation humanitaire au Cameroun, et comme vous l'avez vu, la parole a été donnée aux personnes invitées, notamment aux ONG. Il y a eu au moins 2 ONG au Cameroun qui ont fait le point de la situation, qui ont révélé un certain nombre de choses, qui ont confirmé certaines informations que certains États membres avaient déjà. Et parce que cette réunion est claire sur un principe important, il faut toujours donner la parole à l'État concerné. Le représentant, ambassadeur du Cameroun à l'ONU, Tomo Monti, a donné la position du Cameroun sur la situation humanitaire au Cameroun. Il faut le dire, il y a eu donc cette sorte de débat contradictoire qui a eu le mérite de permettre à l'ensemble des membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité d'être à jour sur la situation
humanitaire au Cameroun. Et cette situation humanitaire, il faut le dire, concerne l'ensemble des conflits et crises qui existent au Cameroun, mais en particulier la situation dans le nord-ouest et du sud-ouest. Et il faut le dire ici, lorsqu'une telle réunion se tient et que toutes les parties ont été écoutées, par rapport aux réunions précédentes concernant d'autres pays sur les réunions informelles, il ne faut pas être surpris que dans un proche avenir, si rien n'est fait au niveau du Cameroun pour améliorer en interne la situation humanitaire, il va se tenir un débat public sur la question humanitaire au Cameroun. Et à ce débat public, il y aura ce qui n'a pas pu se passer à la dernière rencontre informelle. Il sera possible qu'il y ait une résolution qui soit prise et qui soit absolument appliquée sur le terrain. Et les Nations Unies qui soulignent l'urgence de la situation humanitaire au Cameroun, la nécessité de mobiliser des fonds sur le plan international pour venir en aide à plus d'1 million de personnes qui souffrent du fait de la crise anglophone et dans d'autres régions du Cameroun. Angelbert Lebon-Dachua, comment appréciez-vous ce regard de la communauté internationale qui fait monter la pression sur le gouvernement camerounais afin qu'il s'engage sur des voies de dialogue, des solutions non violentes? Ben, ça c'est évident. Moi je dis depuis le départ, quand on regarde l'attitude aujourd'hui de nos gouvernants, on comprend très bien qu'en fond, il n'y a pas une réelle volonté de pouvoir résoudre ce problème anglophone. Comment pouvez-vous aller à un dialogue, Charles, Oui. sans au préalable, en fait, sans qu'il y ait des préalables et sans qu'il y ait une visibilité et une lisibilité de la méthode qui sera appliquée. Vous savez, hier, le président Kamto et ses alliés ont fait une communication où ils disent exactement comment on fait pour pouvoir résoudre cette crise anglophone. La première condition, M. Charles, c'est de libérer tous les prisonniers arrêtés dans le cadre de cette crise. Par ailleurs, parce que il faut bien savoir que ce problème s'inscrit aujourd'hui dans un problème qui est global et général aujourd'hui au Cameroun. Comment pouvez-vous aller résoudre cette crise, c'est-à-dire que sans pouvoir mettre ensemble tous leurs fils pour pouvoir en parler? Donc il est également important de libérer tous les prisonniers politiques arrêtés à la suite des marches du MRC du 26 janvier. Vous ne pouvez pas résoudre cette crise si on ne peut pas avoir aujourd'hui une déclaration claire et nette de cesser le feu. Vous ne pouvez pas résoudre cette crise si ensemble nous n'arrivons pas à cantonner aujourd'hui du moins les forces, ceux qui ont pris les armes contre la République. On doit pouvoir aujourd'hui les cantonner. Mais ça, c'est au cours d'une négociation. Comment peut-on résoudre cette crise, M. Atangana, s'il n'y a pas de médiateur? Vous avez affaire à deux personnes aujourd'hui qui ne se parlent pas. Ils ne se parlent plus. C'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui, vous savez, quand vous dites vous dites à quelqu'un du gouvernement, M. Ayoub Tabé, il a la chair de poule. Mais c'est un être humain, c'est un Camerounais. Et c'est là d'ailleurs de discussion. On peut rien Il faut absolument. Il y a un chef de séparatiste, c'est voilà. Donc, moi je dis, il est important. Aujourd'hui, il faut urgemment qu'on mette en place dans la zone anglophone une commission, ce que le MRC a appelé la commission vérité, justice, réconciliation. C'est très important. Ce n'est pas aller manger des dîners copieux. Non. Il faut créer cette commission. Il faut une commission de paix et de désarmement. C'est-à-dire des gens qui vont discuter de ok, qu'est-ce qu'on fait pour cette crise? Comment est-ce qu'on désarme? Comment est-ce qu'on s'y prend? Il faut toute une méthode. Ce n'est pas des tweets. Ce n'est pas des visites. Ce n'est pas des dîners chez le chairman. Malgré tout le respect que j'ai pour le chairman. Moi je pense que... Et il faut également une sous-commission du dialogue inclusif. C'est-à-dire tout le monde parle de dialogue. Mais qu'est-ce qu'on y met? De quoi est-ce qu'on va dialoguer? De quoi est-ce qu'on va discuter? Rien n'est clair. Aujourd'hui, tout est flou. Tout
est flou, absolument. Nous de fournir ça. Bon, voilà. Donc, moi je dis, au-delà de tout ça, pour qu'enfin, parce que tout ce problème arrive, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, c'est la mal-gouvernance, M. Atangana. En 1991, nous avons fait une tripartite. Au moment où le Cameroun bouillonnait, ça brûlait de partout. Les hommes politiques, la société civile, toutes les forces vives de la nation se sont assises pour dire, voici ce qu'on doit faire pour qu'il n'y ait plus jamais ça. D'où l'aboutissement de la Constitution de 96, qui a mis en place des régions. 96, M. Atangana, 96, 23 ans. 23 ans, nous n'avons toujours pas de région. Les anglophones aujourd'hui vous disent qu'ils n'arrivent pas à jouir de leurs ressources. Si on avait établi ces régions, on n'en serait pas là. Vous comprenez que du coup, il y a même aujourd'hui un problème de crise de confiance. C'est-à-dire que les Camerounais ont fait confiance à M. Biya en 1991. Il a trahi cette confiance-là à travers au moins les régions. Et on constate aujourd'hui où est-ce qu'on en est. On n'a toujours pas de région. Donc M. Biya aujourd'hui n'est plus quelqu'un à qui on peut continuer à faire confiance. Vous avez parlé de M. Biya, un homme de paix. J'aurais même eu envie de vous demander de faire une pétition pour qu'il devienne le prix Nobel de la paix. Merci. Vous voulez qu'on soit homme de paix avec 2000 morts dans une zone sur sa conscience? Ah non, c'est pas sur sa conscience. Ah bon? Il faut bien. Alors justement, voilà le MRC qui présente au moins ses propositions pour une sortie de crise. Et jusqu'aujourd'hui, le Premier ministre s'est rendu pendant 2 semaines dans ces régions du nord-est et sud-ouest, évoquer simplement le vœu présidentiel. Alors, quels sont les contours exacts de ce dialogue que le gouvernement souhaite accompagner le président de la République dans la matérialisation de son vœu présidentiel? Au sein du RDPC, il y a défini des contours d'un dialogue, un contenu à ce dialogue qui est attendu. Très bonne question. Ils ont raison. Je vais répondre. Je pense que non. Bye, laissez-moi parler. Il n'y a pas de problème. Merci, c'est très généreux. C'est très généreux de votre part de vouloir. Je vais répondre aux journalistes qui me posent des questions de journalistes. Monsieur Baebek, vous pouvez relativiser ma posture, gentiment comme vous le faites, et en même temps me soutenant de ne pas pouvoir répondre. Croyez-moi, je vais donner des réponses les plus officielles. D'ailleurs, je vais dire à mon ami Engelbert Dachois que quand nous montions des escaliers pour venir sur ce plateau, écoutez, franchement, si nous avions parlé de ces choses, vous auriez fait l'économie de toute l'énergie que vous venez de déployer. Je vous réponds en une phrase. Vous n'avez pas suivi le Premier ministre sur le terrain. Et ça, c'est le propre un peu de votre parti. C'est-à-dire, vous êtes bloqué, vous n'écoutez plus. Le Premier ministre n'est pas allé déjà pour dire, eh bien, le débat, c'est pas dans les 2 semaines de ma visite sur le terrain. Le Premier ministre est allé préparer le terrain pour le débat qui aura lieu bientôt. Il faut que ce soit très clair. Et il a indiqué, et il a donné le fil rouge, si vous voulez, du débat inclusif tel que le soit le président de la République. C'est-à-dire que, alors qu'il est, la République entière sait que les fils de ce pays, moi je suis venu sur ce plateau avec une humilité extraordinaire, je me promettais même de ne pas un temps soit peu élever la voix. Je suis venu avec une extraordinaire humilité dans l'esprit du président Paul Biya. Que M. Baebek veuille bien me croire, il n'y a pas que les ministres pour porter, encore que vous dites une chose au contraire, il n'y a pas que les ministres pour porter la pensée du président de la République. Nous sommes des fils de ce pays, nous tous, vous et moi. Nous suivons le président Biya et l'important est de l'aider à mettre en musique la pensée qu'il a pour l'apaisement sociétal dans son pays. Et je veux dire que pour qu'on en arrive à un dialogue, il faudrait que nous soyons sur une table 2, 3 ou 4. Alors si, d'ailleurs, monsieur le journaliste, le MRC, j'ai lu le texte hier, signé par vos leaders qui sont devant la justice de la République. Je l'ai lu intégralement. Je l'ai dans ma machine, c'est mon job au quotidien. Et j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre que les leaders du MRC veuillent bien exister dans ce débat. On va dire c'est leur droit. Mais vous n'êtes pas les premiers à donner votre position. Le SDF, spontanément, en a profité sur le terrain, aux côtés du chef du gouvernement. Vous pourrez railler cela comme vous voulez.
M. Bayebek a vu juste en disant c'est cela la République. Nous ne devons pas être dans une République de longs couteaux quotidiens. Le PM va sur le terrain. C'est normal que le leader du SDF puisse prendre un verre avec lui à l'africaine. On ne va pas rompre avec les usages de nos traditions, nos us et coutumes. Parce qu'il y en a qui veulent absolument prendre le pouvoir pour que le Cameroun ait un sens. Non, le Cameroun va avancer, même si certains prennent le pouvoir demain, ils ne vont pas être aux affaires sans qu'il y ait des Camerounais pour qu'ils viennent les commander. Je pense pour ma part que, monsieur, pour vous répondre très clairement, le cahier des charges du dialogue inclusif qui doit avoir lieu a commencé par être alimenté. Mais le RDPC a déjà sa banque de suggestions qui est sur la table du président de la République alors qu'il est. S'il vous plaît, cher monsieur, vous m'écouterez, je vous écoutais très religieusement et je me rendais même compte que vous perdiez le temps à cette émission parce que si vous avez suivi le Premier ministre, vous vous serez rendu compte, mon cher Angelbert, que John Gouté n'est pas allé sur les 2 semaines, durant 2 semaines sur le terrain pour faire le dialogue, mais pour préparer le terrain du dialogue. Et comme tel, j'ai dit, M. Bayebek vous a répondu à l'oreille que c'est à nous tous donc de commencer. Qu'est-ce que le RDPC propose? Alors, puis permettez à Charles Tanganamanda. Qu'est-ce que le RDPC propose? Vous avez la parole, Charles Tanganamanda. Allez-y. Merci de faire brillamment votre travail. Vous savez, avec le MRC, ça sort de partout généralement. Donc, je pense que, logiquement, au point où nous en sommes, le RDPC est confiant de ce que, le président de la République est à l'écoute du Cameroun. Quand il a fallu répondre aux revendications corporatistes, il a donné des solutions allant au-delà de ce qui était attendu. Aujourd'hui, les Camerounais voulaient voir le président Paul Biya initier un dialogue. Aujourd'hui, le RDPC est prêt avec ses propositions qui sont des propositions claires. Il n'y a pas à réfléchir par 2 chemins. Il est question d'abord que, par exemple, puisque nous le disions ici, vous et moi, les sécessionnistes sont au cœur de cette affaire. Mais on attend que les sécessionnistes se constituent et qu'ils répondent à cette main tendue pour le dialogue. Personne ne va les y exclure. L'essentiel serait qu'on n'en arrive pas à un débat qui touche justement à l'intégrité générale du Cameroun. Personne ne devra en arriver à la partition du Cameroun. Merci d'être d'accord avec moi. Les conditions préalables de libération des conditions préalables dans le cadre de la crise anglophone et celle du MRC, est-ce que vous également vous êtes favorable à ce qu'ils soient libérés, ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la crise anglophone, ceux qui ont été arrêtés à la suite des marches du MRC? D'abord, merci de cette relance. Vous savez, pendant que M. Dachau parlait, j'ai fait un parallèle un peu sur ma fiche, MRC, crise anglophone. Nous ne rentrerons pas dans cet amalgame. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense que nous devrons y aller step by step, comme disent les anglo-saxons. Nous sommes sur le théâtre des régions anglophones du Cameroun, qui doivent retrouver leur apaisement. C'est vrai que le MRC souffrait la contradiction, M. Dachau. On peut vous opposer le fait de quelques interrogations. On sait qu'il y a nous avons des images, des textes, des réunions qu'il y a entre certains responsables du MRC, certains responsables de l'Ambazonie. Mais c'est grave ce que vous dites. Je n'ai pas terminé. Non, mais monsieur Manda, je ne peux pas vous parler. Je ne peux pas vous parler. Vous permettez qu'il finisse. Vous alimentez beaucoup. Pour quelqu'un, Angelbert. Pour moi, je vous en prie, Angelbert. Non, mais monsieur Manda, il vient de dire quelque chose d'extrêmement grave. Réagir. Permettez à Chata, jusqu'au bout. Monsieur Manda, vous venez de dire quelque chose d'extrêmement grave. Si vous pouvez attendez, dialogue messieurs, professeur Bayebek et Angelbert, merci messieurs de respecter le temps de parole accordé à Chata Amanda. Il va aller jusqu'au bout. Vous allez réagir, Angelbert. Allez-y. Il n'a toujours pas parlé d'un seul préalable. Écoutez, moi je suis assez appréciatif de voir à quel point au MRC on n'aime pas le dialogue, on n'aime pas la contradiction. Tout de suite ça prend feu, tout de suite on va allumer l'autre. Non, il faut vous apaiser, Angelbert. Ce que je dis, il y a des éléments qui circulent et qui sont des éléments vérifiables. Vous vouliez-vous que j'aille plus loin en vous disant, et c'est son droit, en vous disant que vous avez 2 de vos représentants du top management du MRC qui sont des avocats plus ou moins. Donc je veux dire que si vous voulez m'étouffer, c'est le professeur. Voilà, qui sont les avocats de quelques militants de l'Ambazonie. Vous le savez, vous n'avez pas les gens ont raison. Laissez-moi terminer. S'il vous plaît, j'ai mon temps d'abord. Permettez-moi de continuer. Allez, je vous en prie. Maintenant, vous me donnez raison. Vous voulez que j'aille jusqu'au bout. Je suis allé jusqu'au bout. Donc, je réponds en disant que, en ce qui concerne, aujourd'hui, nous parlons du Cameroun. Le MRC, le RDPC
Nous attendons que les sécessionnistes se prononcent pour ce dialogue inclusif. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des préalables sérieux. Et c'est du B à bas. Quels seront les participants à ce dialogue inclusif? Question initiale. Où aura ce dialogue? Deuxième question. Et puis on va articuler pour le contenu. Tout est calé. Et le Premier ministre qui est allé sur le terrain, qui est du RDPC, qui est assis à côté du chef de l'État, il aura des éléments, il montera au créneau le moment venu. Le RDPC a un secrétaire général du parti qui fixera le cas le moment venu pour dire clairement quelle est la position du RDPC. Pour l'heure, je conclue en disant que, en vous écoutant, ayez quand même l'indulgence de vous rendre compte de ce que vous n'étiez pas dans le bon sens du déplacement du Premier ministre du Cameroun sur le terrain. Il n'était pas allé déjà pour faire le dialogue. Mais qui l'a dit? Et ce déplacement est une réussite qui monte, et c'est ça qui compte. Ce n'est pas être ici avec de jolis costumes, de belles cravates. Ce qui compte, c'est que les Camerounais sur le terrain, dans le nord-ouest, dans le sud, veulent la paix. Les Camerounais veulent justement vivre au cœur de la République. Et nous allons nous asseoir. Les délégations seront constituées, c'est la moindre des choses. Mais on attend toujours, nous, au RDPC, la réponse à la main tendue par les sécessionnistes. Vous avez suivi la position plus ou moins du parti au pouvoir qui estime qu'il y a d'abord la main tendue de la part de ceux qui ont pris les armes. Il y a le président de la République qui leur a demandé de déposer les armes, d'aller dans les comités du gouvernement. Réaction par rapport à la position du RDPC concernant les solutions de sortie de crise. Vous voyez bien que le RDPC n'a pas de position. Vous voyez, M. Atangana a parlé pendant 15 minutes pour même pas donner un seul. Vous m'avez étouffé. Pour même pas donner même un seul. Même vous n'écoutez jamais. Vous ne m'avez pas écouté. Lui m'a écouté. C'est normal. Vous n'écoutez pas l'interlocuteur au MRC. Or, moi, je vais vous dire, je vous en prie, Charles Atangana Manda, permettez en quelqu'un de dire un mot et le professeur également va s'exprimer. Voilà, je dis bien que je n'ai pas entendu un seul préalable, auquel cas je suis prêt à me taire de nouveau et laisser la parole à M. Atangana et qui nous dise au moins quels sont les préalables. Même si ce n'est pas pendant 10 heures, vous ne m'écouterez pas puisque vous n'écoutez pas. Je vous dis aller sur le terrain, vous avez dit qu'il est allé pour faire le dialogue. Vous écoutez au MRC ce que vous voulez écouter. À votre suite maintenant, professeur Jean Baïbek, sur l'attitude du gouvernement, les conditions préalables pour que ce dialogue puisse se tenir, les garanties, afin que le scénario vécu durant la tripartite dans les années 90 ne se reproduise pas et que les Camerounais ne soient pas floués. Comment appréciez-vous ce que le gouvernement est en train de faire pour se diriger vers le dialogue? Les propos de Charles Atangana Manda concernant la position du RDPC, les attentes concernant celle du président de la République. Merci. Je voudrais d'abord dire que ce qui est fait jusque-là est insuffisant, largement insuffisant. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pourquoi? Et c'est les autres forces en présence, c'est-à-dire que la diaspora, je l'ai dit, les intellectuels, je l'ai dit, l'UPC en tant que garant de l'histoire, garant de la pensée du Cameroun, parce qu'il faut vous dire que le RDPC, là, qui vient de l'UNC, qui vient de l'UC, est un parti qui fut créé seulement en février 1958. Hein. L'UPC est créé en 1948. Il a le temps de penser le Cameroun. Et malheureusement, et l'histoire est importante, au moment où on met le Cameroun en place, il y a un référendum le 11 février 1960, en tout cas en début 60, après l'indépendance, et je n'ai que Premier ministre. Il fait un référendum pour retirer la constitution. C'est-à-dire que le Cameroun entre à l'indépendance sans constitution. Il fait une deuxième élection en avril. Cette fois-là, pour faire la première assemblée nationale républicaine. Je vous en prie, parlez au micro. Ouais, et il fait finalement une autre élection en mai pour passer président de la République. Cette période est remarquable. Pourquoi? Parce que l'UPC est décapité et affaibli. Cette élection, regardez un parti qui fut créé en 1958, gagne les législatives d'avril 1960. Est-ce que c'était possible? C'est l'UPC qui était populaire. En fait, l'UC a triché grossièrement. Cette tricherie a continué à la deuxième phase déterminante de l'évolution du Cameroun en 82 à la tripartite. Ce qui s'est passé à la tripartite. Et c'est la faute que nous ne devons pas faire encore cette fois-ci. C'est que la tripartite qui était une constituante, parce que dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'un pays arrive à une crise grave, on met entre parenthèses toutes les institutions et on crée une nouvelle institution qu'on appelle la constituante.
Donc la constituante des années 92 s'appela la tripartite. Simplement, les grandes décisions qui y furent prises furent bâillonnées par les diaboliques du parti État RDPC. Par exemple, la régionalisation, ils ne vont pas la faire, ils vont passer le temps à la détruire jusqu'aujourd'hui, alors qu'elle est reprouvée de colmater les brèches. C'est pourquoi il nous faut absolument, là où nous sommes, une constituante. Ailleurs, on avait appelé la conférence nationale. Ici, nous avons appelé la tripartite. Et la différence avec les années 90, c'est que cette fois-ci, la constituante ne doit pas seulement élaborer ce qu'on va faire, les réformes ou la refondation, et la remettre à l'État pour aller exécuter. Pourquoi on ne doit pas faire ça? Mais parce que, je vais donner la raison. Parce qu'elle a déjà fait ça une fois, ce gouvernement n'a pas exécuté. Le gouvernement n'a pas exécuté la décentralisation qui était la clé. Elle a exécuté avec retard le Sénat. Mais elle l'a biaisé. Pourquoi elle l'a biaisé? Ils avaient envoyé Sendé et une délégation en Amérique du Nord pour regarder comment se font les Sénats. Sendé m'a expliqué, il m'a montré. Je vais vous dire ça. Les Sénats en Amérique du Nord servent à quoi de fondamental? Ils servent à valider ces nominations de président pour l'aider à se tromper le moins possible. Ils vérifient le profil et les équilibres sociaux. C'est-à-dire que quand on va nommer un ambassadeur en Amérique, des États-Unis en Russie ou en Chine, il faut que le Sénat valide. Les gouvernants RDP, ont pollué ça. Ils ont enlevé ce rôle-là au Sénat. Ils lui ont laissé le rôle apparent de deuxième lecture des lois. Donc ils ont pollué, ils ont retardé et pollué le Sénat. Ils ont étouffé la décentralisation. Et ce même gouvernement peut organiser... On ne peut pas faire confiance à ce gouvernement pour exécuter les réformes de la Constitution qui vont arriver. Ce qu'on doit faire, cette constituante-là devrait avoir le rôle d'élaborer le calendrier, les objets de la refondation, mais aussi de l'exécuter jusqu'à mise en place de nouvelles institutions crédibles, issues des élections crédibles. Et les élections seront crédibles, pourquoi? Parce qu'on aura refait la Constitution, c'est un objet de l'Assemblée constituante. C'est cette attribution, un, refaire la Constitution, la réviser. Deux, réviser le statut de l'ECAM pour que l'ECAM ne dépende pas d'un candidat. Mais le gouvernement estime que... Non, laisse-moi terminer, c'est-à-dire que pourquoi quand je dis les choses importantes? Je vous en prie. Si nous perdons du temps, si tu veux que je sors. Tu m'arrêtes quand je dis les choses fondamentales. Restons. Pour m'emmener dans les... On reste. Tu es complice. On est comme complice. On va pas quelque chose d'important. Il faut m'arrêter. Jean Baïbek, pour rester dans votre C'est-à-dire sens. que je suis déçu. Vous êtes en train de parler du code électoral et le gouvernement, lui, estime qu'il va se limiter à la crise anglophone et non évoquer autre chose. Comment le convaincre pour aller jusqu'au bout? Alors, justement. je l'ai déjà dit. J'ai dit que on doit développer les forces des nouvelles forces de manière à contraindre le gouvernement à une refondation globale du Cameroun. Cette refondation passe par la refondation de la Constitution, la refondation du Code électoral, la refondation de l'ECAM, la refondation de la Cour constitutionnelle, la refondation territoriale même du Cameroun. À Tanganamanda, tu ne sais pas comment on fait pour dissoudre l'Union de Sanaga qui était pratiquement la province du centre aujourd'hui. C'était une grosse injustice. Qu'est-ce qui fait qu'en 96, lorsqu'on refait la division administrative du Cameroun, on restitue le centre qui était consulté des bêtises, Beneux, parce que je vous connais pas, vous êtes mes neveux, hein? Les bêtises, les Beneux, les enveleux, les étoiles, on vous remet au centre, et on va nous enlever du littoral, on nous laisse au littoral,
en division avec nos frères la Sananga maritime, comme les colons avaient laissé. Donc la réforme administrative de 96 a continué à bâillonner les bassins, tout tourner ce royaume-là. Je vous en prie. Je vous en prie. On reste républicain. On est républicain. L'une des réformes qu'on va faire, on revient à la langue nationale. On va trouver, chaque candidat job a prouvé que nous avons une communauté d'origine. C'est l'Afrique négro-égyptienne. Nous avons une communauté de langues. Et nous pouvons avoir nos langues nationales. Donc, si de temps en temps je parle une langue nationale, laisse-moi la parler. Je vous en prie. Alors, ne me coupe pas maintenant, tu me coupes. Vous avez évoqué l'essentiel. Permettez à d'autres de réagir pour qu'on puisse rendre ce débat interactif, professeur. Ouais. Alors maintenant... Tu es d'accord avec les réformes toi-même, Charles Atanganamanda, lorsque vous suivez les propositions du professeur Baïbek qui appelle à une refonte du système de gouvernance publique au Cameroun au-delà de la crise anglophone pour régler tous les problèmes sous-jacents dans parce que nous-mêmes, au centre... Tu comprends? Professeur Jean au centre du RDPC, est-ce que vous mesurez justement cette grogne sociale qui en appelle, au-delà de la crise anglophone, à une refonte profonde du système de gouvernance au Cameroun? Vous savez que la première réponse qui avait été donnée en son temps à ce type de questions, c'est que la crise dans les régions du Nord-Ouest, la question dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ne doit pas être considérée comme une question linguistique. Nous pensons que l'approche de M. Baïbek est une approche socio-historique et même, si vous voulez, qui pourrait être débattue peut-être dans un cadre ex-post à dramatisation, la théâtralisation de la réalité de notre pays. Nous, fils de ce pays, fils et filles, nous avons l'obligation de dire non à cela. Et me semble-t-il, nous avons une constellation d'intelligence au mètre carré pour connaître de nos problèmes. Le dialogue qui arrive aura pour premier substrat, que vous le vouliez ou non, un maximum d'humilité dans les différents camps. Parce que vous ne pouvez pas aller à un dialogue en excipant les armes. Vous savez, pendant que nous disons à la partie sécessionniste que le président de la République vous tend la main, plusieurs jeunes gens qui ont été embarqués dans cette aventure incroyable, d'abominable et d'horreur, sont en train de retrouver la République, mais d'autres continuent justement à vouloir alimenter un théâtre, n'est-ce pas, de la tragédie, en tuant, en égorgeant. Nous pensons que le premier préalable, et je réponds très élégamment à mon ami, n'est-ce pas, le bon des choix du MRC, pour lui dire, nous savons tout ce qu'il faut dire. On ne peut pas aller à un dialogue inclusif alors que les armes crépitent, alors qu'on égorge nos forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas imaginable comme dialogue. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le message global doit être à l'apaisement des cœurs. Les guerres sortent des cœurs des hommes, a dit un très grand homme d'une autre époque. C'est dans les cœurs qu'il faut aller expurger justement cela pour en arriver à la paix. Donc, je crois globalement que notre pays fait face à un moment assez sensible de son histoire. Il en a connu d'autres, et même au cœur du renouveau national, les 3 dernières décennies, j'ai fait une chronique un jour où je disais Paul Biya présent pour toutes les crises. C'est très facile d'être d'un certain côté, de se faire pour seule illumination, prendre le pouvoir, faire partir au RDPC, faire partir Paul Biya. Mais ce n'est pas ça, résoudre les problèmes du Cameroun. Résoudre les problèmes du Cameroun, c'est aussi accepter qu'en face, il y a des gens qui ont de la qualité, voyez-vous. Et que ceux qui dirigent ce pays, s'ils ont réussi à tenir la barque durablement, de la stabilité, ce n'était justement parce qu'il y avait assurément de la valeur. Si vous ne pouvez pas accepter que, au-delà de toutes les dérives que nous stigmatisons tous, de tout ce qu'il y aura eu, voyez-vous, comme détournement de fonds publics, comme fragilisation de la sécurité de la fortune publique, etc., nous le critiquons tous, mais vous devez reconnaître en les dirigeants de ce pays, génération après génération, depuis le président Ahidjo, qui aura eu de la qualité pour tenir justement ce que les anciens qui ont bâti le Cameroun nous ont laissé en héritage. Donc je termine en disant que oui, je pense qu'il y a plusieurs problématiques évaluables et adressables, mais il faudra d'abord un état d'esprit. Ça, c'est la deuxième suggestion que j'apporte ici, qui est au cœur de la pensée du RDPC. C'est-à-dire que l'état d'esprit est important sous tous les cieux.
quand il a fallu adresser la question de l'apartheid, quand il a fallu adresser des questions des clivages, même à l'échelle des pays occidentaux et même des grandes démocraties libérales comme les États-Unis qui ont connu des guerres de sécession, croyez-moi, ça n'a jamais été facile nulle part. Et le Cameroun n'est pas une exclusivité en la matière, monsieur Dachwa. Et le président de la République estime que l'État du Cameroun est une réalité permanente au-dessus des intérêts individuels et régionaux. L'État est garant de la paix. Et la paix, c'est qu'il y a de plus cher. Et le Cameroun est notre pays à tous. Les propos du président de la République sur son compte officiel Facebook. Au moment où le Cameroun doit célébrer la fête nationale de l'unité, que valent ces messages du président de la République, Engelbert Le Bon Dachwa, l'État a une réalité permanente au Cameroun au-dessus des intérêts individuels et régionaux. L'État est garant de la paix. Et la paix, c'est qu'il y a de plus cher au Cameroun. Est-ce que le Cameroun est en train d'aller célébrer l'unité nationale dans la paix, Engelbert? Est-ce que le Cameroun est en train d'aller célébrer l'unité nationale dans la paix? Non, c'est évident. Le Cameroun aujourd'hui a 3 régions dans le Grand Nord où on rencontre de la guerre au quotidien. On a nos régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aujourd'hui qui sont en guerre. On a nos frontières du côté de l'Est où on est permanemment en guerre. Alors non, le Cameroun aujourd'hui ne célèbre pas son unité nationale dans la paix. Le Cameroun célèbre son unité nationale dans la guerre. Parce que nous avons une unité nationale, notamment, si je ne m'en tiens qu'au problème anglophone, on a une unité nationale qui a été extrêmement mal gérée. Et les conséquences sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le MRC, officiellement, a décidé de ne pas prendre part à la fête de l'unité nationale. Du moins, pour cette année. Parce que les années antérieures, parce que Parti républicain, nous avons toujours défilé. Mais aujourd'hui, l'heure est très grave pour qu'on puisse se prêter à ce qu'on appelle aujourd'hui une unité nationale de façade. Dans quel contexte, Edmond Kambia, le Cameroun doit célébrer cette unité nationale? Ici, à Yaoundé, boulevard de la République, le 20 mai, où le président de la République doit justement présider la parade militaire et la parade civile, lui qui appelle les Camerounais à rechercher dans leurs différences ce qui peut les enrichir mutuellement et unir davantage. Le chef de l'État, c'est le patriotisme, le respect de l'autorité, l'attachement à la justice, l'ardeur au travail. Ce sont des valeurs à préserver. Peuvent-elles exister dans ce contexte socio-politique de plus en plus tendu? M. Doufele, si tu permettras que je revienne sur le débat précédent pour dire 1 ou 2 mots avant de répondre à cette question. Parce que tout à l'heure, on abordait la question de la refondation, c'est M. le professeur Bayebek. Mais je dis plus globalement, il y a un problème de la mise en place des institutions prévues par la Constitution et un problème de réforme institutionnelle. Sur la mise en place des institutions, toutes les institutions de la Constitution du 18 janvier 1996 ne sont toujours pas mises en place. Il y a une haute cour de justice qui est prévue par la Constitution, dans les cas de haute trahison, pour juger le président de la République, le Premier ministre ou des membres du gouvernement. Cette haute cour de justice n'existe toujours pas. Mais il y a un article important qui a souvent été cité, l'article 66 de la Constitution, qui devrait permettre, n'est-ce pas, d'avoir une transparence et l'assainissement des finances de l'État, éviter la corruption et les détournements publics. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a une loi qui existe sur la déclaration des biens, mais les décrets d'application n'existent toujours pas. Et c'est le président de la République qui doit signer les décrets d'application qui permettrait d'avoir une commission de recensement, n'est-ce pas, des déclarations des biens. Et qui permettrait, lorsqu'on nomme un gestionnaire de crédit, lorsque le président de la République est élu, lorsqu'il y a des premiers ministres qui sont nommés, ils déclarent leurs biens au début de leur mandat et on fait le point à la fin du mandat pour voir le gap, pour savoir s'ils ont mérité ce qu'ils ont pu avoir entre-temps. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, cette commission n'est toujours pas mise en place et ça pose problème. En ce qui concerne la réforme des institutions fondamentalement, je pense qu'aujourd'hui, après la tripartite de 91, on l'a évoqué suffisamment. L'un des acquis, c'était la Constitution du 18 janvier 1996, mais son application a été douloureuse, comme on le voit, à travers la mise en place difficile de la décentralisation. Mais il y a surtout quelque chose qu'il faut noter, c'est qu'en dehors de la Constitution, il y a la Commission électorale nationale indépendante. La CENI avait été demandée par l'opposition. La
coordination des partis politiques de l'époque, il n'y a jamais eu la CENI. Le gouvernement a trouvé une parade pour qu'il y ait un observatoire national des élections, qu'on a appelé ONEL. En réalité, l'observatoire ne pouvait faire que son rapport. Elle n'avait aucun pouvoir du tout. C'est pour ça qu'on est passé de ONEL 1 à ONEL 2. À ONEL 2, il y a eu un effort pour l'observatoire de pouvoir critiquer ce qui n'a pas marché. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait aller plus loin. On a eu Elekam. Malheureusement, le mal fondamental de l'Ekam, c'est que tous les membres étaient du RDPC. Ils n'avaient même pas démissionné. Et on passe donc à Elekam 2, où, curieusement, on a encore totalement des militants du RDPC, mais grâce à l'opposition, grâce à la société civile qui s'organise pour exiger qu'il y ait quand même des regards différents du RDPC à l'intérieur de l'Ekam, on a pu avoir un peu de la société civile, mais il n'y a jamais eu des représentants de l'opposition à l'Ekam. Aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent qu'il faut passer soit à la Commission électorale nationale indépendante proprement dite, ou alors à Elekam 3 qui permettrait à cette structure d'être véritablement indépendante comme le prévoit la Constitution. Parce que Elekam n'est pas indépendant du tout comme le prévoit la loi. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le moins de mal serait que Elekam ait des représentants officiels des partis de l'opposition. Ça, c'était des points importants qu'il fallait noter, tant au niveau de la mise en place des institutions qu'au niveau de la réforme des institutions. Maintenant, sur la question que vous avez posée, sur des valeurs que le chef de l'État a indiquées, la paix, l'unité, le patriotisme, dans le contexte actuel, quel que soit le contexte, ces valeurs tiennent, hier, aujourd'hui comme demain. Mais le problème qui se pose est celui-ci. Est-ce que le climat politique qui est si tendu au Cameroun permet d'exprimer ces valeurs, de les concrétiser, d'être à l'unisson, dans la paix des cœurs et des esprits? La réponse est non. Il lui était, n'est-ce pas, de bon ton pour le chef de l'État, au moment où on s'apprête à vivre, n'est-ce pas, l'unité nationale, qui est la paix au pays. C'est vrai que aujourd'hui il y a la guerre, mais il est possible de détendre l'atmosphère politique en libérant par exemple des prisonniers politiques qui sont là depuis les marches pacifiques du 26 janvier 2019, en permettant à travers un arrêt de poursuite que la plupart, ils sont 1 millier au moins de personnes arrêtées dans le cadre de la crise dans le nord-ouest et du sud-ouest. Libéré. Le chef de l'État l'a déjà fait. En 2017, il l'a fait. On a libéré une cinquantaine de personnes. C'était très insuffisant. Il a fait, il y a 1 an, on a libéré 289 personnes. C'était encore largement insuffisant. Ailleurs, quand on veut célébrer une fête comme celle-ci, on libère toutes les personnes qui ont été arrêtées. C'est ce que le chef d'État aurait dû faire. Peut-être qu'il peut le faire d'ici demain, dans quelques heures, ce serait une bonne chose. La fête nationale de l'unité, célébrée le 20 mai 2019, dans un contexte social et politique particulièrement tendu. Professeur Jean Baïbek, dans quelle ambiance, quelle atmosphère, avec quel esprit les Camerounais doivent-ils célébrer cette fête nationale de l'unité? Avez-vous le cœur à la célébration de cette unité nationale au moment où le Cameroun traverse des défis importants? Non, vous m'avez coupé quand je terminais pour dire ce que la constituante doit faire. Parce qu'il nous faut une constituante. Elle doit aller jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions. Cette constituante, on doit prendre ça et donner aux gens qui nous ont déjà dessus. Et ça ne réussira que si on pèse. Il faut qu'on pèse pour que ce soit fait comme ça. Maintenant, quant à l'unité nationale, pour moi, ça a 2 mots. Il y a la nation et puis il y a l'unité. Les critères de la nation, tous les historiens les ont élaborés. Un peuple est une nation. Le prérequis, c'est avoir la même origine. Nous l'avons. Nous descendons tous des négro-égyptiens. Cheikh Anta Diop l'a démontré. Ce n'est pas moi qui le dis. Personne n'a démenti. La même histoire, nous avons la même histoire marquée par la traite négrière, le colonialisme, le néocolonialisme. Le même présent, nous sommes là, et finalement le même destin. Et on voit combien tous les Camerounais savent. Vous savez que l'un des problèmes de la diaspora, c'est que les Camerounais aiment énormément leur pays. Nous les avons frustrés d'ailleurs en leur disant que il leur faut. Non. Le fait que quelqu'un ait la nationalité belge ou américaine, c'est pour circuler. Mais ça peut être Tchakounte ou bien Owona. Il y a les Tchakounte et les Owona. Peut-être ailleurs. Ou les Tamak.
Un type s'appelle Tamani Azika, vous dites que parce qu'il a un passeport pour voyager dans le monde comme il veut, et il construit même les maisons à Oudja, il envoie l'argent ici, entre lui et le Camerounais qui prévarique à les chambres d'argent qu'il brûle quand on l'arrête. Qui est Camerounais? Il faut qu'on arrête ça. Donc nous avons les prérequis pour la nation. Nous pouvons même, le projet des pères fondateurs était même d'aller plus loin. Une nation fédérale d'Afrique noire. Et Nasser et Nkrumah sont allés plus loin. Quand Nkrumah a demandé à Nasser, tu crois à ce que Cheikh Anta Diop a dit oui. Je crois. Mais il n'y a pas que vous qui êtes d'origine négro-égyptienne, même nous, toute la terre. On doit former un État pour symboliser. Vous savez ce que Nasser a fait? Il a pris une femme égyptienne, il a donné à Nkrumah Fatia. Tellement les pères fondateurs de l'Afrique ont cru. Nous devons nous aller plus loin. Et c'est le langage que nous devons tenir à nos compatriotes séparatistes. Tout en respectant la liberté de penser qui fait que c'est normal, comme il y a la liberté. Quelqu'un peut penser le séparatisme, mais il faut qu'on discute avec lui, qu'on le persuade, qu'on le convainc. Maintenant, est-ce que cette prérequis nation, qui inclut tous les Camerounais et tous les Africains, c'est-à-dire les Camerounais qui vivent en Belgique, aux États-Unis, nous tous nous avons des frères, les amis, les cousins qui vivent partout, ils ont les passeports, ils ont même la nationalité. Mais on sait que dans leur cœur, c'est le Cameroun. La nation inclut tout le monde. Nous devons les inclure. Maintenant, comment on va faire l'unité? Moi, je demande à ceux qui écrivent les tutos, parce que je ne crois pas que c'est pour le pays qui les écrit. Que dites-moi comment je vais faire l'unité avec un recteur à Boya qui peut arrêter mon enfant dans la chambre et lui met la tête dans la bouche. Comment je vais faire? Vivre ensemble, comment? Je demande qu'ils me disent comment je fais l'unité avec les préfets et les sous-préfets qui interdisent les réunions. Ou bien nous, on part à l'UPC, on fait notre congrès, on vote un secrétaire général. Comment je fais l'unité avec un ministre qui nomme les secrétaires généraux? Pendant 9 mois, il nous pourrit la vie à discuter cette affaire. Comment je fais l'unité avec un type qui, lui, il a les chambres d'argent. Quand on l'attrape, sa femme brûle. Et les Camerounais, comme disait Sankara, il y en a qui meurent de faim, n'ont même pas d'eau potable. Comment on fait l'unité avec lui? Il faut que ces gens-là nous répondent. Comment on fait le vivre ensemble comme ça? Donc, ma conclusion, c'est que nous avons les prérequis, nous avons une nation. Mais elle n'est pas unie. Il n'y a pas d'unité. Du fait de la mal-gouvernance de cette, dont je suis une victime. Je vous dis comme moi, la loi de l'État, le décret d'État dit qu'on peut suspendre un enseignant, un fonctionnaire n'importe lequel, 4 mois. À Tangana, va dire à ton ministre, quand il fait qu'il signe ma suspension 4 ans, même si j'avais fait une faute. C'est parce qu'il le directeur des affaires demande à l'autre, comment il s'appelle ce professeur-là, celui qui le conseille, le recteur Soso. Il ne sait pas qu'on ne suspend pas un fonctionnaire. Pour suspendre un fonctionnaire plus de 4 mois, il faut le président de la République. Il ne sait pas ça. S'il ne sait pas, Abani, le conseiller juridique ne sait pas ça. Si Abani ne sait pas, femme ne sait pas ça. Si les 3 ne savent pas, laisse-moi. Laisse-moi, c'est dit, je calme ton micro. Je vous en prie. Laisse-moi. Si les 3 ne savent pas, oui. Quand le juge administratif dit de surseoir à cette décision, pourquoi il n'applique pas la décision, Charles? Et maintenant, je te demande, comment on va faire pour vivre ensemble avec les ministres qui ne respectent même pas les décisions de la justice? C'est une république bananière, Charles. On va où, mes frères? Vous êtes comment? Et avec ma décision de justice, de sursis, je suis allé voir le type, demande à Gabsa, et envoie Gabsa me discuter. Je suis même va demander à le secrétaire général, comment on appelle? Fouga. J'étais celui le 3 avril que voici la décision de justice. C'est-à-dire qu'il faut que ma communauté, mes amis et ma tribu paient les empêches. Tu sais combien de temps ça fait pour former un type comme moi? Tu sais combien de gens dépendent de moi? Qui viennent de partout? Parce que moi j'ai des frères, des amis, des brus, chez les Bamileke, chez les Aoussa. J'ai un Aoussa. Votre message. J'ai des brus boulou. Bien pour qui ça. dépendent de moi. Après, vous voulez qu'ils vivent comment quand on fait ça? Et on me coupe le salaire, Charles. Il faut que Charles réponde.
Alors, comment on va faire pour vivre ensemble? Vous êtes comment, mes frères? On vient même vous voir pour arranger, vous refusez Charles. vous venez de décrire... Donne la parole à Charles. Vous venez de C'est ça décrire... l'unité. Je vous en prie. L'unité veut dire que Vous venez- les uns sont les esclaves des autres. Vous venez de décrire là... C'est ça la République. Professeur Jean Baïbec, vous venez de décrire là quelques mots qui minent, selon vous, ce n'est pas- le Mais ce n'est vivre pas très grave. ensemble au Cameroun, au moment où le Dis-nous si pays c'est doit il faut qu'on célébrer quitte le Cameroun. l'unité Charles, nationale. il faut répondre. Je hein. vous en prie, professeur. Charles, quand tu peux répondre. Professeur Jean Baïbec, je vous en prie. Ah non. Permettez ici, nous sommes sur un plateau. Non, parce que moi, républicain. j'ai un courage. Vous avez donné votre point de vue, on l'a compris. Permettez à d'autres de s'exprimer sur ce plateau. Alors, avec vous, justement, pour qu'on puisse parler. Même les Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole, je vous en prie. Permettez le temps de parole des autres panélistes sur ce plateau. Merci. Alors, vous avez maintenant la parole, Charles Tangana Manda, sur l'unité nationale qui doit être célébrée. Vous avez suivi le professeur Jean Baïbec exprimer une série de frustrations à la fois que vivent les Camerounais dans leur quotidien, sur le plan social, économique et politique. Quel vivre ensemble, quelle unité nationale célébrer en ce moment? Écoutez, c'est une problématique essentielle. C'est que nous avons une histoire. Nous sommes un peuple, nous sommes une communauté de destin. Ce n'est pas que des slogans, c'est la réalité. C'est pour ça que sur ce plateau de télévision, nous sommes des Camerounais dignes et fiers de l'être, de plusieurs sensibilités et de plusieurs origines sociologiques, ayant en commun un socle des plus forts, à savoir que nous appartenons à un même pays. Et comme tel, par culture et par éducation. J'ai souvent du mal à imaginer que ma modeste personne, que mon très singulier destin puisse être articulé à l'un des ponts à la première indication faite par M. Baïbec. C'est bel et bien le chef de l'État qui a écrit ces tweets. Comme le ministre de la Communication a écrit les siens sous mon regard. Voyez-vous, moi qui suis, j'ai la proximité au cœur de la communication gouvernementale. Je vois René Sadi tourner sa plume pour un petit mot, un petit infinitésimal mot qu'il doit mettre à la disposition de l'opinion publique. Il y va lui-même de sa plume. L'État a mis à sa disposition des experts. Nous nous effaçons quand commence le magistère. Je confesse cela publiquement. Et personne ne peut prendre sur lui, qui qu'il fût, de publier un tweet du président de la République sans que ce soit sous le sceau de son magistère souverain. Il n'y en a pas deux élus par le peuple camerounais. C'est Paul Biya, élu et lui seul. Mais quelque part, il une jeune fille. Je voudrais donc dire que nous célébrons demain l'unité nationale, le 20 mai 2019. La 47e édition, évidemment, sous un théâtre républicain, j'ai envie de dire, assez concerné par des protestations, concerné par, si vous voulez, le mal-être camerounais excité par certains d'entre nous, à tort ou à raison. Nous célébrons demain le 20 mai 2019. Dieu merci, dans un pays debout. J'ai l'obligation républicaine et citoyenne de le dire ici. Si le Cameroun n'était pas debout, messieurs, vous ne serez pas laver vos jolies cravates, vos magnifiques costumes, je ne serais pas laver ma tenue africaine. Donc, je pense que nous avons tous l'obligation de comprendre que il y a des théâtres où certaines solutions, certains problèmes doivent trouver des solutions, des théâtres où certains problèmes doivent être posés. Nous allons donc demain pour le 20 mai 2019. Je vais répondre, M. Baïbec. J'en arrive, par exemple, pour faire un lien. C'est la première fois que j'évoque ça. Vous avez voulu que j'en parle tout à l'heure. Par exemple, les marches qui a eu lieu hier en France. Je voulais vous dire que nous avons un questionnement. Ce qui est sûr, c'est que, et j'écoutais le militant du MRC dire qu'ils ne vont pas prendre part au défilé. Défiler le 20 mai au Cameroun n'est pas une contrainte citoyenne ni républicaine. Comme par exemple le droit de vote, aller voter, exercer justement sa citoyenneté. Et comme tel, personnellement, je n'ai aucun grief à y porter. Ce qui est sûr, c'est que c'est demain la fête nationale du Cameroun. Et le monde entier verra un peuple debout, célébrant son unité, célébrant alors plus que jamais. J'ai envie de vous dire, monsieur le journaliste, vous êtes de ces jeunes qui viennent loin derrière nous dans ce métier que nous autres, nous avons effectué, nous sommes dans autre chose depuis de longues années. Vous faites bien votre travail. Je vous réponds en vous disant que, alors, le Cameroun a célébré 46 éditions. S'il y a une édition qu'il faut célébrer,
avec une intense réflexion, en ces instants précisément de grande réflexion sur la cohésion sociétale. C'est bien demain le Avez-vous le sentiment que les Camerounais ont le cœur à célébrer l'unité nationale dans ce contexte? En réfléchissant, c'est ça. Alors, j'ai bien dit que les Camerounais, mais parce qu'ils ont précisément le cœur. Baïbek disait tout à l'heure, les Camerounais aiment leur pays. Et il prenait, par exemple, l'espace nord-ouest du Cameroun. Il aurait pu prendre le sud, le centre, où il est originaire, comme moi, etc., pour dire que nous aimons notre pays au plus profond de nous-mêmes. Et j'ai une culture, je suis un déterministe, je crois à l'harmonie préétablie, et je suis toujours pour la cohésion et la paix sociétale. Je vais vous dire, cher monsieur, nous devons croire en la paix, nous devons tout faire pour pouvoir vivre ensemble, nous ne devons pas mélanger les choses. Alors, si le Cameroun devrait être debout quand certains prendront le pouvoir, nous leur dirons que quand bien même par extraordinaire vous prendrez le pouvoir, mais vous aurez devant vous d'autres Camerounais qui vous diront de leur remettre ce pouvoir tout de suite, illico presto. Donc, nous pensons que demain, 20 mai 2019, c'est un grand moment de réflexion sur l'absolue nécessité d'être un grand pays. Et pour être un grand pays, je pense, la communauté nationale ne doit pas être une communauté où tout le monde est guerrier. Mais moi, je parle là comme chef de village. Vous savez, je voudrais terminer par là. Les chefferies traditionnelles, les États sont structurés à l'image des chefferies traditionnelles. C'est-à-dire que si vous avez dans une communauté, il m'arrive souvent de le dire à mes administrés, vous ne pouvez pas être un peuple où tout le monde est si fort, où tout le monde parle fort, où tout le monde gronde, tout le monde veut imposer ses vues. Le moment est venu dans notre pays de mettre un peu d'eau, chacun sur le verre qui est placé devant lui, pour que seul le Cameroun en sorte vainqueur. Et les problèmes qu'évoque le procès Baïbek, qui sont des problèmes personnels, j'ai envie de vous dire que Charles Atangana pourrait dérouler ces problèmes. Monsieur Noufele, qui travaille dans une télévision privée, je ne pense pas qu'il ait tout ce qu'il voulait bien avoir là-bas. Ce qu'il faut dire, c'est que moi je demande à M. Baïbek, il m'a interpellé publiquement. Moi je lui dis, nous on est une communauté nationale, il n'y a aucun problème qui ne doit être résolu. Il y en a qui sont des problèmes, oui, j'ai envie de dire, essentiellement d'ordre judiciaire, d'ordre qui concerne la loi. Il y a des problèmes qui sont d'ordre pédagogique, qui concernent le système, l'enseignement. Il y a des problèmes qui sont d'ordre, j'ai envie de dire, cet ordre-là managérial, qui concerne les chefs de l'institution qui vous emploient. Vous me demandez d'en faire un plaidoyer, je ferai un plaidoyer. Alors, justement, je ferai un plaidoyer. Vous parlez d'un cadre de réflexion. Je ferai un plaidoyer pour vous. Je vous en prie, restons sur le débat de fond. Vous parlez d'un cadre de réflexion concernant la fête de l'unité nationale. Pourtant, l'on sait que demain, 20 mai, ce sera essentiellement la parade militaire et la parade civile. Permettez-moi, pour une fois, pour la première fois, je vous interromps. Non, ne faites pas une synthèse marginale de mes propos. J'ai dit, nous célébrons en réfléchissant, arrachés à l'envie d'être ensemble. Il y a des pays. Justement. Alors, ne galvaudez pas mes propos. Et officiellement, demain seulement la fête, déjà. Officiellement, le 20 mai, c'est la parade militaire et civile présidée par le chef de l'État du Cameroun, Engelbert Lebon. Est-ce que cela est suffisant pour engager des réflexions sur l'unité nationale aujourd'hui, après 47 ans que cette unité est célébrée au travers de cette journée du 20 mai? Alors, moi ce que je peux dire, c'est je suis très heureux que Charles m'ait rejoint sur l'urgence aujourd'hui d'un questionnement, d'une interrogation de notre unité. C'est vous qui me rejoignez, cher ami. Heureusement, on a toujours été ensemble. Hein, messieurs, je vous en prie, permettez parce que nous sommes donc conscients que nous sommes devenus un peuple désuni, nous n'allons pas participer à cette parade, à ce défilé qui demain, pour moi, n'aura aucun sens au vu des problèmes urgents qui nous interpellent aujourd'hui, Charles. Nous avons en 2019 atteint le pic du tribalisme au Cameroun. Nous avons en 2019 un tribalisme d'État qui est entretenu au Cameroun. Nous avons en 2019, dans les zones du nord-est et du sud-ouest, plus de 2000 Camerounais qui sont morts, Charles. On a plus de 500 000 Camerounais déplacés. Qu'est-ce qu'on célèbre? Qu'est-ce qu'on célèbre demain? On va célébrer une nouvelle voiture qui apparaîtra demain. Ce sera la fête du 20 mai, c'est-à-dire du 20 et des mai, au palais le soir. Non, Charles. Je suis conscient que vous avez tellement, en 36 ans, joué avec le destin de ce pays, qu'à un moment donné,
il faudrait que vous vous arrêtiez et que vous voyiez derrière vous, que vous regardiez derrière vous et que vous dites, ah là, franchement, on a passé 36 ans à merder. Il est peut-être temps qu'on parte. Après vous, Engelbert, Edmond Kambia, sur l'unité nationale, vous voyez les positions tranchées des uns et des autres sur la perception qu'ils ont de cette unité nationale qui doit être célébrée le 20 mai 2019. Officiellement, c'est une parade militaire et civile. Charles Tanganamanda estime qu'il y a des réflexions qui ont déjà été engagées au cours des jours précédents concernant l'unité nationale. Est-ce que vous partagez son point de vue? Moi, je suis pour une introspection. Le 20 mai. Il faut que chaque Camerounais se pose la question, à commencer par les membres du gouvernement, à commencer également par le chef de l'État, qui est celui qui fixe, n'est-ce pas, la politique générale de l'État, de la nation. Est-ce que ce 20 mai 2019, le Cameroun est-il plus uni que le Cameroun qu'il a trouvé le 6 novembre 1982? J'aurais tendance à dire non, comme réponse. Et s'il a conscience que la réponse est négative, qu'est-ce qu'il envisage de faire pour que le Cameroun soit plus uni demain? Je vais vous dire une chose. On parle beaucoup de vivre ensemble dans ce Cameroun. Les Camerounais n'ont aucun problème de vivre ensemble. Les Camerounais ont peut-être un problème de manger ensemble. Je vais expliquer ce que je mets dans manger ensemble. C'est ça. Il y a un problème de gouvernance économique. C'est-à-dire, il y a une minorité de privilégiés qui s'accaparent tout, qui est riche. Une majorité de pauvres qui souffrent. Et qui est majoritaire dans le pays. Et qu'on peut retrouver dans toutes les régions du pays. Donc on est dans un pays où on va célébrer l'unité nationale alors qu'on est dans un pays de guerre. Une bonne partie des Camerounais vivent dans les forêts. Une bonne partie des Camerounais sont réfugiés au Nigeria, pays voisin. On va célébrer l'unité nationale. Avons-nous une pensée pour nos frères qui meurent chaque jour dans le nord-ouest et le sud-ouest? Quel sens donnons-nous à cette unité nationale qui se délite, qui se dégrade et dont on a du mal à croire qu'en 2019 on a avancé plutôt que reculé? Donc c'est un moment d'introspection, de réflexion sur le sens à donner, non seulement la thématique de l'unité nationale, mais qu'est-ce qui fait que moi, francophone, et mon frère anglophone, nous avons encore le sens, l'envie de vivre ensemble dans un État. Dans quel État? C'est des questions qu'il faut se poser. Merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, Engelbert Lebon d'Achua, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, professeur Jean Baïbek. Vous avez évoqué votre mot concernant l'unité nationale. Merci également à vous, Edmond Kambia, d'avoir participé à ce débat. Merci également à vous, Charles Atangana Manda. Je vous remercie de l'invitation et je rassure d'Achua. Merci, messieurs. On va continuer parce que vous voulez le débat sous d'autres cieux, messieurs. C'est la fin de cette émission droit de réponse réalisée en direct de Yaoundé. Merci de rester sur Equinox Télévision.